et d'avoir pu maintenir cette conférence. Hein, en ce moment, c'est un grand privilège de pouvoir maintenir comme ça des échanges. Voilà, même si les jauges sont plus réduites, mais voilà, c'est un plaisir. Donc, et puis d'aborder ce sujet passionnant sur l'intelligence artificielle. Et un sujet passionnant qui va être mené par un archéologue, anthropologue. C'est extraordinaire. Donc, ce qui prouve que voilà, on n'est pas cloisonné et que l'avenir t'intéresse autant que le passé. Donc, Jérôme Magaille, qui est sociologue, anthropologue, et qui est chargé de recherche au musée d'anthropologie préhistorique de Monaco, qui a travaillé sur différents sites, notamment en Mongolie, plusieurs fois, ce qui me permet d'ailleurs de saluer dans la salle Madame le consul de Mongolie. Merci de votre présence. Et puis, je crois que tu vas nous parler peut-être aussi un petit peu de tes recherches, et puis surtout de ce sujet passionnant. Merci beaucoup. Je compte sur vous pour, bien évidemment, garder vos masques. C'est important. Voilà. Merci. Alors, merci beaucoup à la médiathèque de m'avoir invité, à Béatrice. Alors en effet, on me voit plutôt sur les terrains archéologiques qui traitent plutôt d'un passé plus ou moins proche, parce que c'est plutôt des terrains qui sont de l'âge du bronze, de l'âge du fer. Pas comme mes collègues du musée d'anthropologie préhistorique qui remontent même jusqu'à 300 000 ans, mais vous verrez qu'aujourd'hui on parlera aussi des anciens outils des hommes, justement pour essayer de positionner l'intelligence artificielle sur l'ensemble de ces outils qu'on a créés depuis près de 3 millions d'années. Donc voilà, ce sujet de l'intelligence artificielle aujourd'hui sera traité d'un point de vue anthropologique. Je suis anthropologue et il nous intéresse de premier chef parce que, comme je vous l'ai dit, ça fait 3 millions d'années qu'on invente des outils et ce dernier outil qui est l'intelligence artificielle semble promettre beaucoup de choses, mais vous verrez que c'est aussi un peu de la prestidigitation, je dirais, à certains endroits. Et qu'il faut rester prudent sur ce qu'on annonce par rapport à l'intelligence artificielle. Alors ce n'est pas que moi qui le dis, c'est aussi un des grands spécialistes de l'intelligence artificielle. Alors on m'a confirmé que cet ouvrage de Luc Julia, donc lui est quelqu'un qui fait des algorithmes, qui connaît très bien ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, mais vous voyez, le titre lui-même dit « L'intelligence artificielle n'existe pas ». Donc un des spécialistes dit qu'elle n'existe pas, justement pour appeler peut-être à la prudence, puis c'est aussi un titre provocateur, certainement, pour qu'on se pose des questions comme aujourd'hui sur réellement ce que c'est que cette intelligence artificielle. Alors, on traitera finalement de qu'est-ce que c'est que l'intelligence, qu'est-ce que c'est que l'intelligence, disons, naturelle, entre guillemets, et comment peut-on comparer cette intelligence naturelle à cette intelligence soi-disant artificielle. Et on s'intéressera bien sûr à l'intelligence humaine, mais aussi à l'intelligence que l'on va trouver chez les animaux. Alors, on a bien sûr tendance à aller voir du côté de M. Darwin, on partirait des poissons pour arriver aux humains, pour avoir une échelle, mais on s'aperçoit que finalement les oiseaux qui en principe ne sont pas trop loin des poissons, vous voyez, sont capables quelquefois d'être aussi très intelligents dans le cas de cette corneille. Alors les corneilles, à mon avis, sont les oiseaux parmi les plus intelligents. On verra un perroquet tout à l'heure qui fait aussi des choses intéressantes. Mais par exemple ici, la corneille va choisir des plots, vous voyez, pour faire monter le niveau de l'eau dans ce verre très étroit pour pouvoir prendre la friandise qui flotte. Et elle va très très vite s'apercevoir, mais en très peu d'expérimentation, elle va s'apercevoir que les plots qui sont aussi volumineux que ceux qui sont pleins, mais qui sont un peu comme des bouchons de champagne, vous voyez, elle va très vite s'apercevoir que ceux-là se remplissent d'eau et donc ils font très peu monter le volume, donc c'est pas la peine, elle va très vite les mettre de côté. Donc elle fait des essais et des erreurs. Et lorsqu'on regarde ce qui est capable de faire cette corneille et qu'on se dit, et finalement si on essayait de programmer un ordinateur pour faire la même chose, je vous dis, ça serait pas si évident que ça. De trouver un ordinateur ou un robot qui soit capable de le faire. Il va être du moins spécialisé pour faire que ça. Et dès qu'on le déplacerait pour faire autre chose, il serait très vite obsolète, je dirais, dans un autre contexte. Tandis qu'elle, la corneille, elle trouvera très rapidement à un autre endroit comment lever des bâtons pour trouver une friandise. Elle réfléchira à d'autres problèmes qu'elle va résoudre très très rapidement. Alors, bien entendu que lorsqu'on parle d'intelligence humaine,
on se penche, notamment nous aussi les anthropologues, on se penche aussi sur ce que font nos cousins, les grands singes, hein, ceux qui sont les plus proches de nous. Hein. On a à peu près un ancêtre commun il y a 8 millions d'années avec eux. Donc avec le gorille un peu plus, c'est autour de 10-15 millions d'années. Mais ces grands singes, ils sont notamment étudiés par nos collègues qui sont éthologues, hein, qui donc étudient les animaux dans leur milieu naturel. Et on s'aperçoit de plus en plus qu'ils transmettent aux générations futures une sorte de culture. Hein. Ils ont des cultures propres, et notamment comment casser des noix, hein, comment aller chercher les termites. Hein. Donc ils vont transmettre des outils, hein. Ils vont transmettre aussi une certaine façon de chasser. Et des groupes de chimpanzés n'ont pas forcément les mêmes stratégies que d'autres. Hein. Donc c'est une forme d'intelligence, et en plus une intelligence sociale. On voit que là, peut-être un peu plus que la corneille, ici, l'intelligence va être aussi très intimement liée au groupe social, à la façon dont ils vont communiquer entre eux. Et on verra que, bien entendu, l'humanité est celle qui excelle dans le partage, justement, de l'intelligence et dans le fait qu'on va devenir beaucoup plus performant que les autres grâce à ça. Alors, bon, bien sûr, hein, on sait, si je mets une petite diapositive où c'est là où a excellé, je dirais, l'intelligence artificielle. Hein, c'est lorsqu'on va opposer un ordinateur et même un des plus grands, je dirais, un des meilleurs en échec, bien sûr, l'ordinateur, il finit par gagner. C'est une forme d'intelligence artificielle, mais là, c'est très contextualisé à un jeu. Donc, bien entendu, que celui qui va être programmé pour jouer aux échecs, il ne va pas pouvoir être programmé pour jouer aux dames ou pour faire autre chose. Donc c'est quand même de l'intelligence très très spécifique. Alors je me suis amusé à mettre ce petit robot qui tient une calculatrice. Alors ça c'était un peu une provocation parce que maintenant on en est peut-être presque à faire jouer un robot à un ordinateur. Hein. On a une espèce de feedback comme ça où on a créé un outil qui finalement qui a une espèce d'autonomie et qui va jouer lui-même avec un autre ordinateur. Alors, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que pourquoi l'intelligence artificielle finalement passionne aussi l'anthropologie? Eh bien parce que nos collègues qui travaillent sur les outils les plus anciens, alors aujourd'hui on a reculé, hein, et il n'y a pas si longtemps, hein, ça a 2-3 ans notamment d'ancienneté au niveau de ces recherches, on est à peu près à 3,3 millions d'années pour le premier outil. Alors c'est un outil très archaïque, mais cet outil il a été notamment trouvé par Hélène Roche, qui fait partie d'un autre comité scientifique à Monaco, qui fait partie des 12 grands pontes qui sont dans notre comité scientifique avec Yves Coppens. Et là récemment, alors elle a pris sa retraite, mais c'est son étudiante qui a mis au jour un certain nombre d'outils très anciens. Alors au niveau de ces outils, ce qui est intéressant, c'est qu'on va commencer à comprendre comment finalement on va se détacher de ce que fait le chimpanzé que je vous ai montré tout à l'heure. C'est-à-dire qu'à partir de l'observation de l'outil, on va voir quels sont les gestes qui ont permis de tailler l'outil. Donc, en quelque sorte, une des intelligences qui fait qu'on va choisir une certaine matière première, qu'on va choisir de taper comme ça à tel moment, taper comme ça pour faire des tranchants, et commencer à faire ces premiers outils. Alors, bien sûr qu'il y a 3 millions d'années, ils sont très archaïques. Et très très rapidement, ils vont évoluer. Et là, par exemple, on a des outils de 2,4 millions d'années, là aussi qui ont été trouvés au Kenya. Et ce qui est intéressant, c'est que un de nos collègues, qui s'appelle Stout, ici, il dit qu'il a essayé de faire à des chimpanzés ces outils-là, et qui n'ont pas réussi. Donc c'est déjà des outils assez performants, mais qu'il a quand même réussi à leur faire ceux qui ont millions d'années plus anciens. Hein. Donc il y a déjà, alors c'est son point de vue, hein, mais vous voyez, on est déjà à ce niveau-là, hein, il y a 3 millions d'années, on est déjà un peu à la séparation sur les outils très très primaires, je dirais, et les outils qui vont démarrer, alors c'est ça qui nous intéresse, qui vont démarrer sur cette échelle du temps, et bien tous les outils qu'on va inventer. Alors même si vous allez me dire, bon, on n'est pas sûr qu'ils soient réellement sur notre lignée, c'est peut-être des cousins lointains comme les australopithèques, mais en tous les cas,
le foisonnement d'outils qu'il va y avoir, hein, notamment jusqu'il y a 40 000 ans, quand on a commencé, nous, les sapiens, notre espèce à nous, à venir notamment ici, en Europe, on va développer des outils de plus en plus sophistiqués. Donc vous voyez que les derniers 100 ans hein, de l'histoire de l'humanité, ici, hein, c'est tout à fait les dernières secondes, hein, eh bien on a augmenté considérablement le nombre d'outils dont on va disposer. Hein, si on revient ne serait-ce que 500 ans en arrière, on avait peut-être quelques centaines d'outils. Hein. Et petit à petit, l'humanité va augmenter son nombre d'outils, et si on avait c'est un ordinateur comme celui-ci, on en a déjà plusieurs milliers hein, que dans l'ordinateur, hein, si on compte les puces, les composants et tout. Donc vous voyez, il y a une agrégation de ces compétences pour arriver à ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. Alors l'anthropologie, bien entendu, s'interroge sur le fait qu'on va créer de plus en plus d'outils, mais comme je disais récemment encore au musée, il y a encore 50, 60 ans, beaucoup de nos outils, on pouvait les refaire nous-mêmes. Hein. Par exemple, les agriculteurs, bon, si vous cassez votre fourche ou votre râteau, bah, vous pouvez en faire un. Hein. C'est pas un secret comment on va faire certains outils. Maintenant, on est de plus en plus, et de façon exponentielle dans le temps, on est de plus en plus aliéné, entre guillemets, aux outils qui nous entourent. Hein. Le premier, notre portable. Hein. Notre téléphone portable, c'est comme de la magie pour nous. Hein. Je ne sais pas qui sait, il y a peut-être 0,001% de la population qui sait vraiment comment ça fonctionne. Et en plus, je peux vous dire que le portable qu'on a aujourd'hui dans la poche, il y a 40 ans, il aurait fallu toute cette salle pleine de composants pour avoir l'équivalent. Donc vous voyez, on n'a peut-être pas trop conscience de cette évolution exponentielle hein, de la création des outils, et c'est ce qui fait peut-être qu'aujourd'hui, quand on parle d'intelligence artificielle, ça fait peur. Parce qu'on est un peu dans le domaine de l'invisible. Donc toutes ces questions, bien sûr, on essaie de les traiter en anthropologie. Et notamment, on essaie de comprendre à quel moment, finalement, on a pu se débarrasser de certains outils qu'on a créés. Alors, bon, bien sûr, si je vous coupe l'électricité, par exemple, aujourd'hui, vous allez être bien embêté parce que tout fonctionne à l'électricité. Hein. Si on arrête certains réfrigérateurs, par exemple, ça a complètement bouleversé la façon dont on a à la fois sauvegarder nos provisions, mais aussi ça a aussi bouleversé complètement notre contexte culinaire, le fait d'avoir inventé après l'électricité le réfrigérateur. Mais finalement, comment ça s'est passé dans cette évolution, avant d'arriver à l'intelligence artificielle? À quel moment il y a une permanence de l'outil, finalement? À quel moment on va se dire, ben, on a quand même taillé cet outil, on va le garder avec nous? Et les singes, pour ça, c'est quand même une bonne observation. Moi, souvent, nos collègues éthologues nous disent venez voir, on a filmé nos chimpanzés dans la nature, regardez, ils utilisent des outils, ils prennent une brindille, ils enlèvent les feuilles, ils mettent dans la termitière, ils mangent les termites. Oui, c'est vrai que ça, on se dit, oui, quand même, puis il sait comment faire. Hein. Ou alors, ils filment des chimpanzés en train de transmettre aux générations, aux petits chimpanzés comment on casse une noix. Alors le petit chimpanzé, ou soit il prend une pierre trop petite, il n'y arrive pas, ou il prend un gros morceau de bois, s'il n'y a pas assez d'inertie, il n'y arrive pas. Puis on voit qu'à force de répéter, bon, la chose se transmet. Mais la grande question, c'est, je leur dis, qu'est-ce qu'ils font de leur outil après? Ben, le chimpanzé qui mange dans sa termitière, hop, il balance sa tige. Hein. Donc ça veut dire que le lendemain, quand il revient, il recoupe une tige et ainsi de suite. Il enlève les feuilles. Donc, vous voyez, il refait ce qu'on appellerait dans la technique une remise à zéro. Tandis que nous, et toute la branche Homo, hein, pas qu'Homo sapiens, hein, mais les Homo erectus et même les Australopithèques, même si on n'est plus là pour les voir, ils avaient certainement déjà une valeur qui donnait à l'outil. C'est-à-dire une fois qu'on est allé chercher la matière première, qu'on l'a taillée, eh bien, on va lui donner une existence à cet outil. Hein. Et donc, on va continuer à l'utiliser. D'ailleurs, on le voit grâce aux traces d'usure hein, qu'on va observer au microscope. Hein. On sait exactement ce qu'il a coupé, pourquoi, comment. Tout laisse des traces. Et donc, ça, c'est intéressant par rapport à l'intelligence artificielle de comprendre à quel moment hein, il y a cette permanence d'outils. Alors, c'est vrai que par boutade, on dit à nos collègues éthologues, bon, ben, le jour où ton chimpanzé garde sa brindille à sa ceinture, là, tu nous rappelles, parce qu'on va commencer à travailler sur la permanence d'outils. Alors, quand on fait psychologie, hein, j'ai passé ma licence de psychologie, notamment,
on fait des expériences avec les enfants. Et il y a une expérience qu'on fait à peu près dans un enfant qui a entre 6 et 10 mois, c'est qu'on le laisse jouer avec son doudou ou autre, et on met une serviette par-dessus, et à un moment donné, autour de 6-8 mois, il enlève la serviette, il va le chercher. Alors qu'avant, quand on cache son doudou, il pense qu'il n'existe plus. Vous voyez, on est dans ces références, c'est-à-dire que dans sa mémoire, donc il y a la mémoire qui intervient, bien sûr que pour l'intelligence naturelle et artificielle c'est important, à un moment donné, on a cette permanence de l'objet dans la tête, et donc du coup, on va pouvoir anticiper ce qu'on va pouvoir faire avec cet objet dans le futur. Alors c'est ce que les psychologues appellent aussi l'angoisse, c'est-à-dire vers les 8 mois, non seulement il s'aperçoit que son doudou est caché, mais en plus il s'aperçoit que sa mère peut disparaître et revenir, alors qu'il ne faisait pas attention à sa permanence entre guillemets. Donc c'est ce qu'on appelle l'angoisse des 8 mois chez les psychologues. Alors oui, je ne vous ai pas parlé d'une chose très importante, alors qui nous tient aussi à cœur. En ce moment d'ailleurs il y a encore des musées d'anthropologie préhistorique. Il y a encore notamment des panneaux avec tout ce qui concerne l'art. C'est qu'il y a 38 000 ans, et là ça concerne même peut-être directement l'intelligence artificielle, c'est qu'on a commencé à dessiner. On a commencé à faire des iconographies. Alors on pense que c'est anodin, hein, même certains de nos collègues archéologues disent « Oh bah oui, ça c'est le papier peint des grottes ». Bon. Mais non, c'est pas si rudimentaire. C'est qu'à partir du moment où on a fait des iconographies, qu'on a commencé à associer un bœuf avec un cheval, un bison avec un lion, hein, c'est qu'on a commencé à faire des associations, on a commencé à coder de façon complexe. Et on est de plus en plus persuadé, là aussi c'est une invention, c'est un outil, hein, faire des dessins. On est de plus en plus persuadé qu'inventer ce qu'on appelle art aujourd'hui, et qui n'est certainement pas défini comme de l'art, a fini comme une codification, et donc qui a fini par être l'écriture, et donc le programme informatique. L'algorithme n'est que une des finalités, hein, qui va certainement évoluer. L'algorithme n'est rien que des iconographies qui ont été associées, hein, pour donner des ordres à un ordinateur. Donc, parmi les inventions très importantes, il y a non seulement bien sûr la pierre taillée, mais il y a aussi le fait d'aller dessiner. Alors, vous connaissez tous Lascaux, la grotte Chauvet. La grotte Chauvet étant encore plus ancienne, 38 000 ans. Ce sont les premières grandes inventions iconographiques. Elle se situe donc, bien entendu, sur les 38 000 ans par rapport aux 3 millions d'années. Hein, c'est hier. Hein. C'était des chasseurs-cueilleurs, mais dans l'histoire de l'humanité, c'est tout à fait proche de nous actuellement. Alors, si on se penche du côté de l'intelligence animale, et notamment du côté des grands singes, donc, il y a eu un certain nombre d'expériences intéressantes. Parce que finalement, quand on se dit que va-t-on apprendre à l'ordinateur, hein, pour qu'il soit intelligent, mais que peut-on apprendre aux grands singes, hein, qui sont les plus proches de nous. Et notamment, on a des expériences, alors vous pouvez aller sur Internet, hein, des expériences de Penny Patterson, qui a recueilli une petite gorille femelle qu'elle a appelée Coco, dès son plus jeune âge, et elle lui a appris des signes. Alors vous pouvez aller voir ces vidéos, c'est assez émouvant, parce que bien entendu que les gorilles dans la nature, certainement communiquent, hein, il n'y a aucun problème, mais bien sûr, ils n'ont pas de langage des signes. Donc en fait, quelque part, elle va, je dirais, la faire sortir de son identité de gorille. C'est un peu ma conclusion d'anthropologue quand on regarde ces films-là. Et donc elle lui apprend, vous voyez, il y a une acquisition. Alors même au départ, on a même du mal à le croire qu'un gorille puisse apprendre 1000 signes, mais oui. Alors non seulement elle apprend les signes, mais elle va communiquer donc avec Penny Patterson, et elle va lui demander toute une série de choses. Notamment, elle est passionnée par les petits chats, et à un moment donné, elle insiste, elle veut un petit chat, donc elle apprend le petit chat, et on voit bien à sa réaction que c'est vraiment le chat qu'elle demandait. Et voilà, donc on voit réellement que ce gorille, en quelque sorte, alors ça serait peut-être une citation de Jean-Pierre Changeux, qui est un grand neurologue, son cerveau est prédisposé tout de même à apprendre les signes, parce qu'il faut quand même que vous ayez l'outil au niveau du cerveau pour pouvoir faire ces acquisitions. Mais en plus de ça, les communications
qu'elle va avoir, là, en l'occurrence avec un humain. Alors ils ont essayé quand même d'apprendre à plusieurs singes des signes, qui se parlent entre eux, mais là je crois que ça a échoué. Alors communiquer avec un humain ça a été, mais bon, entre eux ça a été plus difficile. Alors on parlera un peu plus tard que cette communication par exemple va pêcher, si je puis dire, quand on va se mettre sur du conditionnel. C'est-à-dire exprimer du type si demain il pleut, je ne sortirai pas dans le jardin. Voilà. Là, quand on commence à arriver dans le conditionnel, alors on verra que c'est conditionnel, enfin j'appelle ça conditionnel, mais vous verrez que c'est peut-être ce qui fait un peu une force de l'humanité, de pouvoir utiliser le conditionnel dans sa tête et d'être plus intelligent que l'ordinateur. Alors c'est notamment ce qui est arrivé aussi avec le docteur Savage qui a, elle, appris des signes à Kanzi, un bonobo. Alors vous voyez, c'est pas le même type de grand singe. À la rigueur, même le bonobo est plus proche de nous. Et alors il finit par apprendre 348 symboles, il connaît la signification de 3000 mots, et ils vont beaucoup, un peu comme aussi avec la gorille, ils vont aussi beaucoup utiliser de l'iconographie. Donc vous voyez, c'est ce qui nous intéresse, c'est qu'on va leur montrer des tableaux, des dessins. Donc vous voyez, ça nous intéresse pour ceux qui travaillent sur l'art, notamment l'art très ancien. C'est de quelle façon, finalement, tout ce qui nous entoure, que ce soit même les singes à qui on leur apprend de reconnaître des dessins, mais nous n'en parlons pas, c'est-à-dire que notre environnement, eh bien, c'est une syntaxe. C'est-à-dire que tout ce qu'il y a autour de nous, on va l'interpréter comme un ordre. C'est pour ça qu'on a du mal souvent à se faire une autre culture que la nôtre, eh bien, parce que oui, à certains endroits, on ne mange pas à table, on mange par terre. On va vous servir des larves de coléoptères, ça ne fait pas partie de votre référentiel culinaire. Donc voilà, tout ce qu'on a autour de nous, il faut que vous pensiez que c'est de la syntaxe. Et voilà pourquoi je vous ai mis à côté des signes qu'utilise Coco. Qu'utilisait Coco, alors elle est décédée à 46 ans, malheureusement, cette gorille, il n'y a pas très longtemps. Et puis je vous ai mis ce que vous connaissez, je dirais spontanément, quand vous êtes sur l'autoroute et que vous voyez ça. Alors en plus, je vous ai mis différents panneaux qu'on trouve. Alors par contre, la question n'est pas au code. Pour ceux qui doivent passer le code, trop facile. Ah, il pense. Voilà. Dommage. Mais quand je pose la question même à nos étudiants, je dis qui vous l'a appris? Ça veut dire qu'il y a un restaurant. Personne. Donc ça veut dire que la syntaxe qu'on a autour de nous, cette syntaxe, elle nous imprègne tellement que dès qu'on voit ça, on dit oh là, oh mince. Dès qu'on voit ça, on dit ah, on va s'arrêter, il y a un resto pas loin. Voilà. Et on s'aperçoit que les singes ne l'ont pas ça. C'est un peu la conclusion que je tire de tous les films qu'on a regardés là, c'est qu'ils n'arrivent pas à ce niveau-là. Alors, je vous les ai pas mis, mais eux, ils ont plutôt un petit symbole avec une banane. Alors, quand ils ont faim, ils montrent ça. Alors, vous voyez, là, c'est pas du conditionnel, ils vont vous dire j'ai faim, voilà. Donc, c'est intéressant pour nous par rapport à l'intelligence artificielle parce que finalement, c'est de la codification qu'on peut très bien programmer. Alors, on peut programmer aussi le conditionnel, aussi avec des algorithmes, on verra tout à l'heure. Mais là, vous voyez, quand on voit ça, on passe par un stade plus complexe que voir simplement une banane et dire j'ai faim. C'est-à-dire qu'on passe par une culture matérielle, ce qu'on appelle une culture matérielle, on passe par des outils. Et c'est d'autant plus intéressant que c'est le même procédé qu'on utilise pour coder des algorithmes. C'est-à-dire que l'outil, alors que le couteau et la fourchette vous paraissent tout à fait fonctionnels, c'est pas un symbole sacré, c'est pas une croix sur un mur, ou c'est pas comme si vous étiez par exemple dans une cathédrale. Ça paraît tout à fait fonctionnel. Eh bien, on s'aperçoit que là, il est devenu un symbole, c'est-à-dire comme une écriture. En fait, les deux, donc c'est comme ça qu'on commence à coder, y compris les programmes. Je mets fourchette, un pictogramme à côté d'un autre pictogramme au couteau, ça devient un idéogramme. Mais si j'enlève la fourchette là, je laisse un couteau seul, et que vous êtes sur l'autoroute, je ne suis pas sûr que vous arrêtiez. Et si je rajoute un peu de couleur rouge, je ne dis pas du sang, si je rajoute un peu de rouge, là, vous accélérez. Vous voyez, la nuance est
Pour une culture qui n'utilise pas des couteaux et des fourchettes, il ne comprendra pas votre réaction. Enfin, mais pourquoi il accélère? Ou pourquoi il s'arrête pour aller manger? Vous voyez? Vous comprenez? Donc ça veut dire que les programmes, c'est la même chose. Hein. Quand vous changez de langage algorithmique, si vous avez, comme moi par exemple, l'habitude de programmer un assembleur, qui est un vieux langage maintenant qu'il peut utiliser, hein, maintenant les jeunes ils me sortent des noms de logiciels que je ne connais même pas, eh bien vous passez à un autre logiciel, vous êtes obligé de réapprendre la codification, hein, bien entendu, qui est un langage spécifique. Donc voilà ce qu'on peut dire sur les acquisitions voilà, chez nos partenaires. Alors ce qui est d'autant plus intéressant, même j'allais dire par rapport aux perroquets qu'on va voir tout à l'heure, c'est qu'en plus eux n'ont pas l'organe pour pouvoir parler. Donc en passant par des signes, on va utiliser justement les iconographies. Ils vont associer un mot qu'on leur dit à une iconographie. Donc on va avoir des syntaxes qui vont associer langage, signe, et dessin. Voilà. Pour ceux qui voudront après avoir le PowerPoint, je peux leur donner, ils verront aussi l'ensemble des signes qui avaient été appris par Coco et qu'elle utilisait notamment pour dire tout ce qu'elle souhaitait. Bon, même à un moment donné, bon, si vous allez regarder les vidéos, elle veut un bébé à tout prix. Alors là, c'est quand même plus difficile qu'un petit chat. Et donc, Penny Patterson part à la recherche d'un beau mâle gorille à travers les États-Unis. Voilà, voilà. Et puis, bon, je ne vous raconte pas la suite, vous regarderez les vidéos sur Internet. Donc, vous voyez, on a, si vous voulez, d'un point de vue de l'anthropologie, on s'aperçoit que cette gorille, c'est un avis très personnel, hein, mais je pense que cette gorille qui apprend ce langage des signes, elle n'est plus une gorille. Franchement, l'interaction qu'elle va créer, et là c'est pareil, une fois que vous y apprenez les signes, elle ne va pas se lever un matin en disant je ne les utilise plus. C'est-à-dire qu'on va lui apprendre un outil, elle va réagir finalement comme une humaine, elle va continuer à s'en servir pour interagir avec Penny Patterson. Vous voyez, même si des fois les demandes qu'elle fait n'aboutissent pas, notamment le bébé qu'elle veut à un moment donné, elle pourrait se dire bon, demain j'arrête de faire des signes, ça me fait, à la rigueur, ça me fait du mal, quoi. Et donc on s'aperçoit que cette gorille n'en est plus une. Elle est sortie de son identité de gorille pour être autre chose. Elle n'est pas humaine non plus, mais c'est ça qui est intéressant. Il y avait les autres gorilles, ben là justement elle reste très gorille. Et notamment quand elle fait la connaissance de plusieurs mâles, elle n'utilise pas le même signe, je dis. Alors, tout ça pour rentrer dans le vif du sujet. Après je dirais, ces tests pour programmer des animaux à utiliser des signes, à se programmer, on passerait, je dirais, à la différence entre vraiment le robot et l'humain. Alors, je voudrais commencer même parce que je vous disais tout à l'heure, c'est que des fois, on est un peu dans de la prestidigitation. Pourquoi ? Parce que c'est facile pour ceux qui créent ces robots, finalement, de leur donner une intelligence peut-être qu'ils n'ont pas. Parce qu'un robot, on peut le doter de capteurs très performants. Nous, les humains, on n'entend pas les ultrasons, on n'entend pas les infrasons, on ne voit pas les ultraviolets, on ne voit pas les infrarouges. Hein, ce sont les ondes qui dépassent nos sens. Tandis qu'un robot, c'est très facile de lui mettre des capteurs qui vont au-delà de nos sens, c'est-à-dire qu'il va capter beaucoup plus que ce que l'on sent nous-mêmes. Donc imaginez un robot très sophistiqué, mais qui n'est pas forcément très intelligent, parce que c'est un petit algorithme qui va le programmer. Vous vous présentez à lui, alors il peut vous faire une reconnaissance faciale, c'est-à-dire que si on a rentré votre visage à l'intérieur, mais c'est simplement une comparaison, ça n'a rien d'intelligent, il va dire bonjour madame, vous êtes madame, ah oui bonjour, comment allez-vous? Alors souvent, et pour de bon, on va saluer ces robots-là, ils vous demandent comment allez-vous, ils ont déjà des réponses, voilà. Et donc ils donnent l'impression d'interagir. Et puis, étant donné qu'ils ont des capteurs très performants, ils voient très bien si vous êtes fiévreux, si vous avez des tensions. Et donc, ils ne vont pas vous dire « Ah, vous avez 37,5, vous êtes malade ». Non. C'est là où je dis c'est la prestidigitation. Ils vont vous dire, ils vont programmer une question du type « Est-ce que vous vous sentez bien aujourd'hui? Vous êtes sûr ?» Donc, vous voyez, on va passer par de la métaphore, mais qui n'est pas, je dirais, qui est programmée, hein, pour faire croire qu'il est très intelligent, parce que tiens, il a détecté quelque chose, mais il n'a pas dit j'ai un super capteur qui va, voilà.
Vous comprenez la nuance? Et c'est un peu ce qui va se passer sur Internet. C'est qu'on va, on va très rapidement voir que vous avez commandé tel type de chaussures. Ah, tiens, ils vont à la montagne. Tel type de sac à dos. Hop, ils vont, même si vous ne mettez pas votre âge, avec toutes les informations que vous tapez, c'est très facile de faire en data, là aussi, et donc d'acquérir beaucoup d'informations qui vont aiguiller voilà, les consommateurs. Alors, c'est ce que j'ai voulu vous expliquer ici. C'est ce qu'on appelle, par exemple, une perception augmentée, notamment par la technique. Alors, notamment maintenant, les nanotechnologies permettent d'avoir des capteurs très performants jusqu'à la molécule. C'est-à-dire que, par exemple, ils sont en train, en ce moment, d'essayer de refaire une olfaction qui soit à peu près correspondante à celle des chiens. Et vous savez que les chiens, par exemple, ils sont beaucoup utilisés maintenant pour détecter les cancers. Ils sont en train aussi d'en tester, notamment pour le Covid. Les chiens, il y a des tests actuellement. On leur fait simplement sentir la personne et ils arrivent à savoir. Voilà. Donc, parce que bien sûr, ils ont une telle somme de capteurs dans la truffe qui dépasse de 100 200 fois, je ne sais plus exactement les chiffres, notre olfaction à nous. D'autant plus si on a attrapé le Covid, on n'en a plus du tout. Alors. Les chiens nous dépassent 100%. Donc, il va y avoir, donc, dans cette intelligence artificielle, à la fois, bien entendu, ce qu'on va appeler le cerveau qui va être l'ordinateur, mais ce qui va être d'autant plus important, et notamment pour faire croire qu'il y a une intelligence, je dirais, très, très importante, il va y avoir tout ce qu'il va y avoir autour, c'est-à-dire tout ce qui est capteur, et aussi tout ce qui va être l'évolution de l'aide technique, notamment quand on va le faire ressembler à un homme comme ceci pour se déplacer. Alors, ça va servir bien entendu aux personnes handicapées. On a, par exemple, notamment, vous avez, pour ceci, vous avez dans la... Il est ici dans le dossier de Sciences et Avenir, vous avez quelque chose sur ce sujet qui est assez intéressant. Donc, on va coupler en effet le cerveau de la personne et une ossature qui va pouvoir bouger et qui va pouvoir faire marcher même des personnes paralysées. Il n'y a pas, je dirais, il n'y a pas que des applications, par exemple, comme pour l'armée, qui est aussi intéressée, bien entendu, par ce type de robot. Donc, le programme qu'il va y avoir à l'intérieur, ben, comment on peut le comparer, finalement, à notre programme à nous, humains. Alors, comme vous le savez, l'ordinateur, il va avoir deux types de mémoire, en gros. Une mémoire volatile et une mémoire non volatile. Alors la clé USB par exemple, c'est simple, tout le monde en a, ça c'est non volatile, c'est-à-dire vous avez mis des informations dessus, vous n'êtes pas obligé de la mettre en permanence dans une énergie, de la brancher, donc ça garde vitam aeternam comme sur un CD-ROM, c'est pareil, ça garde des informations. Puis la mémoire volatile, c'est simplement votre barrette de mémoire que vous avez dans l'ordinateur et qui va sauvegarder en permanence ce que vous êtes en train de faire, mais quand vous débranchez l'ordinateur, bien sûr, c'est fini, il n'y a plus de mémoire. Alors pourquoi je vous parle de la mémoire qui va servir à l'intelligence artificielle? Parce que si on compare à la nôtre, ici, elle ne fonctionne pas du tout de la même façon. Et je dirais même, souvent en sciences humaines, les collègues comme moi-même, on parle de mémoire, mais je pense que c'est même plus important de parler d'oubli. Alors souvent, les gens qui viennent à ma conférence et qui sont les plus âgés disent « Ah oui, ça c'est mieux, il vaut mieux parler d'oubli. » Parce que c'est plus ce qui me concerne. Alors, notamment un de mes cours à l'UNIA, le sujet c'était « Il faut savoir oublier ». Et oui, parce qu'en fait, une des caractéristiques du fonctionnement de l'humain par rapport à la machine, c'est que, justement, on oublie. Parce que sinon, vous saturez le disque dur. Si vous chaque fois que vous vous déplacez, vous savez exactement que vous êtes passé par tel endroit, oui, j'ai vu, non, vous êtes obligé d'éliminer des informations pour pouvoir continuer à tout simplement à vivre, sinon ça serait impossible. Alors, vous avez des pathologies comme ça, de personnes qui bien entendu ont du mal à oublier entre guillemets. Par exemple, vous avez certains cas d'enfants qui, si vous bougez une poupée dans leur chambre, ils arrivent et il y a quelque chose qui a été modifié. Vous voyez, là, on reparle de nouveau de la syntaxe qu'on a autour de nous. Certains, si on modifie leur environnement, c'est comme si vous changez l'ensemble de l'environnement qu'ils ont l'habitude d'avoir.
Donc bien entendu que la plupart d'entre nous, heureusement, on oublie qu'on a mis tel endroit, telle chose à tel endroit, et d'ailleurs, bon, ça pose des problèmes des fois, mais il vaut mieux savoir oublier. Donc c'était très très important parce que cette gestion de l'oubli, c'est ce qui va faire l'intelligence humaine. C'est ce qui va faire qu'on va s'adapter, qu'on va partager aussi entre nous. Hein. Donc ça, on en parlera un peu plus tout à l'heure. Alors bien entendu que les ordinateurs et les robots ont du mal on peut trouver des systèmes où ils commencent à partager leur expérience, et c'est quand même très très spécialisé, ça va être dans une pièce par exemple. Mais comme je le dis souvent en cours, ne vous inquiétez pas, si vous avez oublié quelque chose d'important, il y aura toujours quelqu'un qui se chargera de vous le rappeler. Mais c'est un peu ça, le fonctionnement en société, c'est-à-dire que finalement, comme l'homme est un être social, en fait, et c'est peut-être d'ailleurs le problème qui se pose dans les confinements, c'est que le contexte social va se charger de vous rappeler qui vous êtes, ce que vous devez faire, et ainsi de suite. Et c'est plus vous avez de gens autour de vous, bien entendu, plus vous avez de stimuli qui vont vous rappeler justement à votre mémoire les choses qu'il faut faire, et notamment les choses qu'il faut répéter. Or, lui, l'ordinateur, ou le robot, eh bien lui, il va accumuler des données. Et il va les avoir en permanence à sa disposition. Il ne va pas pouvoir gérer d'oubli, en fait. C'est très difficile, un ordinateur, de lui faire gérer des oublis. Donc du coup, on va, et c'est pour ça qu'on en arrive à l'intelligence artificielle, parce que les ordinateurs sont de plus en plus performants, donc ils peuvent notamment avoir une mémoire, voilà, comme je vous ai mis là, non volatile, de plus en plus abondante. Donc du coup, il va puiser en permanence dans cette mémoire. Alors que nous, il faut qu'on soit stimulé pour que le cerveau aille chercher, tiens, par exemple, ce visage, je me rappelle quelqu'un, on est obligé de chercher, voilà. D'ailleurs, la fonction de la reconnaissance des visages, c'est une fonction qu'on a depuis peut-être même plus de 3 millions d'années, et c'est celle qui nous permet de lire. Hein, pour ceux qui sont intéressés par certainement vous avez le livre ici, hein, les neurones de la lecture de Stanislas Dehaene. Hein, c'est Stanislas Dehaene fait des recherches passionnantes sur le cerveau. Il a un grand centre à Paris et il montre notamment comment les humains, parce que même lorsqu'on a commencé à faire des iconographies il y a 40 000 ans, qu'on a commencé à stimuler le cerveau donc en faisant des iconographies, voire à écrire, eh bien il a fallu qu'on sollicite une zone qui était déjà existante dans le cerveau. Eh bien on a sollicité la zone qui est la reconnaissance des visages. Voilà, notamment des êtres qui sont toujours autour de nous. Enfin, voilà. Et il a même fait des tests, alors il avait fait des tests sur des gens qui ne savent pas lire, hein, bien sûr. Il a pris une grande échantillon de population, ceux qui savent lire, ainsi de suite. Et il s'est aperçu en effet que ceux qui apprennent à lire et qui lisent beaucoup, ils reconnaissent moins les visages. Alors, bon, il continue ses expériences, il faudra vérifier. Donc voilà, il y aurait, parce que cette partie est sollicitée pour autre chose. Alors c'est ce qu'on appelle la plasticité du cerveau, hein, ce que je viens de vous raconter. C'est-à-dire qu'on a un cerveau qui est tout le temps en train de se moduler et qui n'est pas bien sûr le cas de la machine. On rêve d'en faire une comme ça, mais pour l'instant, comme ils le disent d'ailleurs, vous avez aussi un numéro de la recherche hein, sur le cerveau, vous l'avez ici, et où on traite justement de ce problème de plasticité du cerveau. Mais au sujet, excusez-moi, oui. Au sujet de la reconnaissance faciale ou de la reconnaissance de n'importe quel objet, j'ai l'impression que l'être humain fonctionne de la même façon que le robot. C'est toujours par comparaison, c'est toujours par comparaison d'une connaissance antérieure. Tout à fait. Sinon, ça n'a aucune signification. Alors, reconnaître, c'est une chose. Après, c'est cette information, qu'est-ce que vous en faites en tant qu'humain? Alors, en effet, même le robot, je vous dirais qu'il est capable, il est plus performant en la reconnaissance. Mais le problème, c'est qu'est-ce qu'il va faire de cette information? Est-ce qu'il va la traiter de façon aussi fine que nous? Et je vais vous donner un autre exemple. C'est la reconnaissance vocale. Quand on a commencé à faire de la reconnaissance vocale dans les années 90, moi j'avais acheté le logiciel, parce que c'est bien ça, vous dictez à l'ordinateur, et il écrit. Et puis, alors oui, je vois qu'il y a eu des amateurs. Dans les années 90,
C'était terrible parce qu'il fallait qu'il apprenne votre voix. Et puis, alors, c'est ce qui a fait beaucoup travailler l'intelligence artificielle, parce que c'est une des premières intelligences artificielles. En fait, on fait bon, ah oui, alors j'ai oublié de parler de ça, hein, et l'ordinateur, il ne sait pas. Et c'est là où les psychologues cognitifs ont dit, mais oui, on a sous-estimé notre capacité. Parce qu'en fait, notre cerveau, même s'il voit moins bien les visages, s'il entend un peu moins bien, en fait, il a une capacité de... Il enlève, voilà, les parasites, en fait. Et il comprend en une fraction de seconde, alors que l'ordinateur, il a mis plein de virgules, de trucs, enfin bon, il nage. Alors maintenant, c'est quand même mieux, hein, parce que bien sûr, on a plus de mémoire, c'est un très bon exemple, parce que vous nous racontez, parce que que ce soit la reconnaissance faciale ou la reconnaissance vocale, comme maintenant on a une capacité incroyable de mémoire et de microprocesseurs, hein, d'intelligence au niveau du traitement algorithmique, et on arrive à limiter, pas aussi bien sûr qu'une personne, mais on arrive à éliminer ce parasitage. On donnera la marque, parce que nous, ça ne marche pas. Oui, oui, il y en a qui continuent à faire marcher, et puis bon, il faut dire que nous, dans le sud, on a un accent pour les ordinateurs. Si c'est des Parisiens qui l'ont mis au point, ça marche. C'est vrai. Mais oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, même les Parisiens, non seulement leur ordinateur ne nous comprend pas, mais même quand on leur parle nous, ils ne comprennent pas non plus. Le racisme, c'est impossible de faire. Oui. Donc, c'est... Voilà, vous voyez très bien la capacité d'adaptation de l'homme, hein, même si c'est un accent vraiment qui est très étranger, et l'incapacité de l'ordinateur, ou alors il lui faut beaucoup de temps, ou une reprogrammation, hein, le corriger pour entrer manuellement, je dirais même, pour le recorriger. Et puis, là c'est pareil, que ce soit la reconnaissance faciale comme la reconnaissance vocale, il faut savoir que même quand on s'exprime entre nous, on n'a pas que des codes langagiers. Vous savez, quand vous cherchez quelque chose, vous ne vous souvenez plus, vous avez toujours les yeux vers le ciel. Là, vous avez des tas de mimiques. Alors, on peut essayer de les apprendre à l'ordinateur. Hein. Un jour, je pense qu'on ira de plus en plus loin. Mais ce que instantanément vous comprenez chez l'autre alors qu'il n'a rien dit, l'ordinateur, il voit une face, voilà, il répond pas. Lui, ça veut dire qu'il ne répond pas. Et là, par contre, ou alors on avait elle s'appelait Anne Ancien, étudiante Berger à Nice, hein, on avait une professeure. Elle commence, moi j'étais allé à ses cours, mais je ne l'avais pas comme professeur, mais j'y allais parce qu'elle était extraordinaire. Elle était aussi psychanalyste, pour ceux qui la connaissent. Elle a commencé un de ses cours, toujours un de ses premiers cours, elle venait devant au premier rang, disait d'entre nous, disait bonjour. 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 Elle montrait comment le même mot, mais avec une phase différente, une intonation différente, c'était complètement différent. Et c'est ce qui intéresse notamment ceux qui font de la programmation des ordinateurs à l'intelligence artificielle, c'est qu'ils se disent comment on va arriver à augmenter. Parce que là, vous voyez, c'est plus une perception liée à je vois des infrarouges, hein, je vois que la personne a une haute température, c'est capter de quelle façon les yeux vont bouger, les mimiques, donc c'est beaucoup plus compliqué. Alors que nous, spontanément, on comprend que la personne n'a pas envie de nous voir, quoi. Hein. Alors que l'ordinateur, voilà. Alors, est-ce qu'on a tout... voilà, la citation dont je vous parlais tout à l'heure, voilà, c'est la capacité à apprendre est génétiquement programmée. Hein. Donc, ça veut dire... Changeux, finalement, il était même si, bon, déjà il a écrit ça il y a un gros moment, toutes les nouvelles découvertes, il était un peu visionnaire, toutes les nouvelles découvertes vont dans ce sens-là, il avait raison, c'est-à-dire que notre cerveau, il est quand même si, quand on est, il est déjà formaté, mais vierge, c'est-à-dire que la machine est quand même déjà prête à apprendre et à devenir ce qu'on en est. Parce qu'on a tendance à avoir un débat sur l'inné et l'acquis, et là, même si de façon innée, on est comme une page vierge, mais la page, elle a déjà un certain format, quoi, hein, et elle est prête à apprendre tout ce qu'on va apprendre. Ce qui n'est pas forcément le cas de notre cerveau, même de nos cousins les plus proches, les bonobos, les chimpanzés. Donc, bon, j'insiste pas sur la perception limitée.
mais avec cette capacité cognitive de combler. Je vais vous donner un autre exemple qui a un rapport aussi avec la vision. C'est que pendant longtemps, même il y a eu des études des militaires américains pour essayer de comprendre comment on voit l'espace en 3 dimensions. Et les biologistes, les médecins disaient, mais oui, on voit l'espace en 3 dimensions parce qu'on a 2 yeux. Donc on arrive à faire, mais on sait très bien qu'au-delà de 15 mètres, ça ne fonctionne plus. Ils sont trop proches les yeux pour pouvoir avoir de point de vue et le gérer avec le cerveau. En fait, c'est que le cerveau retraite les images, ajoute bien entendu un peu de culture, parce qu'on ne voit pas les mêmes choses en fonction de notre culture, mais en tous les cas, on voit les 3 dimensions uniquement parce qu'on les réinterprète. On réinterprète les ombres, on réinterprète les façons dont on voit, mais c'est vraiment qu'un travail du cerveau. Donc, notre déficience, entre guillemets, au niveau de nos sens, est augmentée et réparée, en quelque sorte, par les facultés du cerveau à réinterpréter les images et également, comme je vous le disais, ce que l'on dit, ce que l'on voit. C'est le cas quand on a les 2 yeux, je ne sais pas si vous trouvez le problème, quand on a les 2 yeux déséquilibrés, donc en fait on n'a pas vraiment la vision binoculaire, le cerveau nous donne le sentiment que tous les reliefs y sont. Après on n'est pas très précis, mais bien sûr, bien sûr. Et là c'est vraiment un travail de cerveau. Bien sûr, oui, c'est le cerveau qui va corriger en gros les erreurs. Et donc du coup, ils avaient étudié les pilotes. Alors c'est dans la dimension cachée, vous avez Edward Hall, peut-être vous l'avez ici, ce bouquin, c'est un petit bouquin de poche, facile à lire. La dimension cachée, si vous voulez le lire, c'est très facile, c'est passionnant. Où notamment il raconte comment l'armée après a compris. En fait, c'était vraiment le cerveau des pilotes qui devait interpréter ce qu'ils voyaient, parce que les pilotes, bien entendu, ils voient des reliefs mais très lointains. Comment comprendre comment ça fonctionnait au niveau cérébral. Alors, bon, je ne vous parle même pas, on va en parler tout à l'heure, de l'usage de la métaphore. C'est très difficile. Je vous ai montré tout à l'heure comment, à la rigueur, un robot, mais qui peut vous tromper, qui veut paraître intelligent, vous dit vous avez l'air fatigué aujourd'hui parce qu'il voit que vous avez la fièvre, tout ça. Là, il va utiliser à la rigueur un aspect métaphorique, mais qui est plutôt l'intelligence du programmateur que du robot. On est bien d'accord. Mais après, le rendre assez intelligent pour user de la métaphore, ce n'est pas possible. En fait, c'est vraiment propre au langage des humains. C'est-à-dire utiliser des images pour exprimer même plusieurs choses à la fois. Là, bien entendu, que ça ne fonctionne pas parce que l'ordinateur, c'est 1 ou 0. La transgression. La transgression, alors d'autant plus que la transgression, ça fait partie des peurs des robots. On se dit, et si on les programme, ils deviennent autonomes et en plus ils transgressent nos lois, voilà. Alors là aussi, il y a, je crois que c'est dans le sens à venir, ils commencent tout à fait comme ça, ils vous rassurent, même si même s'ils ont intitulé le cerveau l'intelligence artificielle, disons d'emblée, nous ne sommes pas à la veille d'une prise de pouvoir des robots et des machines. Voilà, ils nous le disent. On n'en est pas là, donc on n'en est pas dans la science-fiction. Mais c'est vrai qu'on peut imaginer que ceux qui veulent le faire croire, peut-être pour vendre leur robot, on peut quand même les programmer à faire de la transgression. Mais ça va être limité et puis ça va être tout à fait arbitraire. Donc oui, alors j'aurais dû commencer par le titre, mais bon, tout ça pour conclure que l'être vivant, c'est un généraliste en fait. Alors que la machine, elle va toujours rester spécialisée. Elle va être peut-être très intelligente, mais sur un domaine pointu. Et dès qu'on va le sortir de ce domaine-là, ça va être beaucoup plus difficile. Ça va être pareil d'ailleurs avec les chimpanzés, les bonobos et les gorilles, à qui on va apprendre des signes. Ils vont peut-être dans leur environnement avec qui ils communiquent, ils vont très vite être autonomes et pouvoir exprimer. Mais dès qu'on les déplace à un autre endroit, ils vont être perdus. Alors oui, ça, c'est une diapositive, on va passer très rapidement. C'est tout simplement pour vous donner une idée, parce qu'on sous-estime souvent. Il me reste combien de temps? Pardon, je ne vois pas bien. Une vingtaine de minutes. 50 minutes juste pour vous. D'accord. Ça fait 50. Donc ça, c'était une diapositive simplement pour vous donner une idée, parce qu'on a tendance à dire, oui, on n'utilise que 10% de notre mémoire, enfin voilà, on entend plein de choses. Non, rassurez-vous.
même si j'ai des doutes à propos de certains de mes collègues, si j'utilise vraiment... De toute façon, c'est filmé, Jérôme. Je vous jure, on utilise 100% de notre sac. Qui que l'on soit. Et j'ai donné cet exemple. Imaginez, vous assistez à un concert. Alors bien entendu, vous entendez le violon, le piano, vous entendez tout ça. Et puis si quelqu'un éternue, ben, vous identifiez instantanément que quelqu'un a éternué. Vous ne pouvez pas faire un barrage en disant « j'ai pas entendu ». Vous êtes obligé d'identifier tout ce qu'il y a autour. Et si vous donne une idée, bon, j'ai pris cette illustration de ce qu'on peut traiter à la seconde. On sous-estime en fait ce que notre cerveau capte et traite à la seconde pour interpréter ce qu'il y a autour de lui. C'est un ordinateur surpuissant. Et même lorsqu'on est endormi, on rêve et on continue à le faire travailler. D'ailleurs, il retraite les images qu'il a captées et tout dans la journée. Donc voilà, c'était simplement pour vous poser la question, est-ce qu'un jour on va pouvoir arriver à faire un ordinateur qui pourra gérer autant d'informations et en plus gérer ce qu'il doit oublier, hein, traiter dans la seconde et puis dire oh, c'est un éternuement, c'est pas grave, ou quoi qu'on est en plein Covid, c'est peut-être, faut faire attention, vous voyez. Vous avez un aller-retour, vous voyez. On est vacciné. Voilà. Donc, en quelques secondes, voilà, vous traitez tout ça. Alors, là aussi, il y a même un article intéressant sur le cerveau, là, dans la recherche, où on a Olivier Houdet, alors je ne connais pas, c'est un collègue psychologue de Paris, un grand ponte en psychologie, qui m'a fait rire parce qu'il vient de l'écrire, il dit « On a sous-estimé l'intelligence des bébés ». Alors c'est très, très marrant parce que, bon, bien sûr, on a tendance à caricaturer les bébés, parce que qu'est-ce qu'il fait les 6 premiers mois? Il pleure, mais... Et en fait, non. C'est même, à ce moment-là que tout va se câbler au niveau du cerveau, et ça, bon, bien sûr, on le sait depuis longtemps, hein. Mais il faut le rappeler en matière d'intelligence. Maintenant, on est persuadé que le fait qu'il naît, entre guillemets, prématuré, par rapport à certains animaux, parce que vous avez des animaux, un petit cheval par exemple, il naît, un petit gnou, vous voyez ça à la télé, un gnou il naît, à peine il est tombé, puis il gambade, il part, il fuit déjà le lion, voilà. Un bébé humain, il va mettre beaucoup de temps à être autonome. Et on est persuadé, en sciences humaines, que ce soit les psychologues, sociologues et autres, anthropologues, que ce temps d'adaptation, ce temps où il est complètement féodé, je dirais, à ce qu'il entoure, qui va forger son intelligence et son adaptation. C'est-à-dire il va tout faire pour capter ce qui est autour de lui, pour vivre, tout simplement, et qui fait que, eh bien, il va, comment dire, le langage va être prépondérant dans ses acquisitions, mais que ce ne soit pas seulement le langage oral, ça va être aussi le toucher, les gestes, enfin, ainsi de suite. Alors malheureusement, ces études ont pris de l'importance, notamment pendant la guerre et après la guerre dans les orphelinats. Parce qu'ils se sont aperçus qu'il n'y avait pas assez d'infirmières pour s'occuper de beaucoup d'enfants en bas âge, comme ça, alors qu'ils avaient assez de nourriture et qu'il n'y avait aucun problème de famine ou autre. Des bébés mouraient. Parce qu'en fait, certains n'étaient pas assez touchés, tout simplement. C'est-à-dire qu'on s'est aperçu que les caresses, les touchés, la communication, tout simplement, la stimulation, était plus importante à la rigueur que la nourriture. Et c'est comme ça que vous avez vu, alors vous pouvez les pionniers, je dirais, c'est René Schwitz et John Bowlby, pour ceux qui ont fait psycho, on leur en parle, après il y a Ballon, Piaget, qui ont traité ce genre de choses, mais c'est facile à lire et on comprend mieux, en fait, toutes ces recherches qui ont été faites sur la naissance de l'intelligence chez l'individu, comment, en fait, on a compris que petit à petit, l'enfant captait et alors, non seulement il capte tout ce qui l'entoure, il commence à apprendre le langage, mais au même moment, d'un point de vue tout à fait métabolique, vous avez le cerveau qui va se câbler. Même si on a 86 milliards de neurones, les adultes, eux, ils en ont encore beaucoup plus. Et donc, pendant toute la première période de leur vie, même jusqu'à 7-8 ans, des neurones vont mourir, parce qu'en fait, les principales vont se câbler en fonction des langages qu'ils apprennent. Donc on se formate, si vous voulez, c'est un peu comme une disquette,
justement, on va se formater, les 7-8 premières de notre vie, à une culture donnée. Notamment l'apprentissage des sons. On parlait de reconnaissance vocale. Eh bien, c'est pour ça qu'il faut apprendre les langues dès tout petit. Bon, là, je ne vous apprends rien, c'est des choses qu'on a traitées depuis longtemps sans humaine. Parce qu'on perçoit plus de sons que lorsqu'on s'est formaté sur une langue. Par exemple, avec les Asiatiques, moi j'avais des collègues asiatiques, enfin, j'en ai toujours, si je leur dis roi et loi, ils ne voient pas la différence dans le son. Alors eux, n'en parlons pas, si un chinois me parle, il y a beaucoup de différences que je ne sais pas. Mais voilà. Donc on s'aperçoit que non seulement nos sens sont bridés avec les infrarouges, les infrasons et ainsi de suite, on ne perçoit pas tout, mais en plus notre cerveau, pour certaines choses, vont aussi réduire, vont filtrer ce que l'on est capable d'écouter. Alors, je ne vous en ai pas parlé, mais pour faire plus scientifique, tout à l'heure, je vous ai parlé un peu de ce qu'on pourrait appeler la phylogénèse, c'est-à-dire de nos 3 millions d'années jusqu'à aujourd'hui. Donc ça, c'est notre histoire de l'humanité. Bien entendu que chaque fois, on y fera référence, notamment pour comprendre les chaînes opératoires de notre cerveau, comment on va anticiper, bon, en l'occurrence, comment on va faire des outils. Et puis là, c'est ce qu'on appelle l'ontogénèse, c'est-à-dire de la naissance à la mort d'un individu dans ces sociétés. Et donc ces deux aspects, bien sûr, en anthropologie, nous intéressent d'un point de vue, bien entendu, des acquisitions, de l'adaptation à l'environnement. Alors, ce que je vous disais tout à l'heure, alors la corneille est très intelligente, mais on va faire aussi des expériences en ce qui concerne nos collègues éthologues, avec notamment d'autres oiseaux que les corneilles. Alors c'est vrai, j'aurais dû peut-être plus insister sur les corneilles parce qu'elles sont très intelligentes pour faire des manips, pour récupérer de la nourriture. Mais là, c'est un perroquet, un gris du Gabon, qui est mort aussi. C'est un peu comme Coco Laborie. Malheureusement, on n'a plus que les archives. Donc la professeure Pepperberg avait appelé Alex. Alors au début, je dois vous dire que j'étais un peu sceptique, parce que quand on voyait les performances enfin, sur les articles, je me dis c'est pas possible qu'un perroquet puisse faire ça, parce que vous savez, des fois, les chercheurs, ils forcent un peu. J'ai le perroquet le plus intelligent, mais non. Alors, il parle, bien sûr, en perroquet, c'est le plus par rapport à la corneille, mais il est capable de distinguer, par exemple, alors je vous ai mis l'ensemble des choses, par exemple, il est capable de distinguer 5 types de formes, il met plusieurs formes sur le plateau, elle lui dit, voilà, combien il y a de carrés, de cubes bleus, voilà, il est capable de répondre. Alors, là, par exemple, dans cet exercice, elle lui dit, quelle est la différence entre ces deux objets? Il va dire la couleur et la taille. Et il est capable de dire la couleur. Alors, c'est assez bluffant. Alors, ce qui m'avait un peu mis le doute au début, dont je vous parlais, c'est qu'elle fait l'exercice avant quand même avec un de ses collaborateurs. C'est-à-dire elle interroge son collaborateur comme si elle interrogeait le perroquet. Donc le perroquet il assiste à ça, il voit les deux en train de parler. Alors, je me suis dit peut-être qu'il fait que de l'imitation. C'est parce que les perroquets ils sont quand même faciles aussi, enfin ils sont assez forts pour imiter. Mais en fait non, il assiste déjà à des dialogues entre les deux collaborateurs, entre elle et son étudiant, mais bon après il arrive aussi à faire la distinction entre les matières. C'est-à-dire elle lui met du feutre, du bois, et puis je ne sais plus, du plastique. Et comme elle lui fait dévorer après les objets, avec le bec, et disons qu'il prend contact avec la matière. Et elle pense que c'est comme ça qu'il arrive à intégrer qu'il y a une matière molle qui s'appelle le feutre, et une matière un peu plus dure qui s'appelle le bois, une matière qui se tord qui est le plastique, enfin voilà. Donc il y a un apprentissage au niveau de cet animal. Mais le plus, c'est que, bien entendu, lui, il a l'organe phonatoire qui permet de répondre. Alors qu'on pensait qu'au départ, quand un perroquet, parce que vous avez même des perroquets, ils en ont montré un qui même chante une partie de l'opéra, c'est incroyable. Mais on pense que c'était que de l'imitation. Comme j'ai intitulé « Intelligence artificielle est-elle aussi une imitation ?», j'étais obligé aussi d'aller voir un peu si le perroquet il imitait vraiment ou s'il était intelligent, vous comprenez. Et donc là, on s'aperçoit que non. Il a une réelle intelligence développée par l'interaction.
Et notamment, il y a une jeune femme au CNRS, donc en France, qui a repris ces expérimentations avec 2 perroquets. Si vous allez la voir sur Internet, elle en a un sur chaque épaule. Donc voilà, elle est très proche avec ces sujets. Et donc elle leur fait faire ces expérimentations. Et en effet, elle arrive au même résultat. Mais le plus qu'elle a acquis, en quelque sorte, c'est qu'elle s'est aperçue que les perroquets développent un langage et parlent plus que les autres, à condition que l'interaction qu'ils ont avec l'humain, qui les garde, entre guillemets, leur propriétaire, a été intense. C'est-à-dire, elle s'aperçoit tout de suite que ceux qui ne parlent pas beaucoup, alors je ne sais pas s'il y en a qui ont des perroquets ici dans la salle, que ceux qui parlent moins, qui chantent le moins, c'est ceux qu'on laisse un peu de côté, qu'on ne stimule pas. Donc on a cet aspect, entre guillemets, social, bon, bien que ce soit interespèce, entre hommes et perroquets, mais comme oiseau, c'est pas classé, je dirais, dans la lignée darwinienne, c'est juste après les poissons. En principe, les oiseaux ne sont pas censés être très intelligents. C'est ce qui fait qu'on est un peu, d'ailleurs, qu'on ait des préjugés sur eux. Mais en tous les cas, l'aspect social, l'interaction avec eux, va beaucoup jouer. C'est pas de l'affectif. Et c'est ce qu'elle va Social, oui, mais complètement. affectif, parce qu'ils ont Alors, vous êtes en plein dedans parce qu'elle appelle ça l'attachement. Un peu comme on pouvait en parler d'ailleurs avec les enfants. Elle dit voilà, il y a un paramètre d'attachement avec l'oiseau qui va faire qu'il est plus ou moins performant dans ses apprentissages. Et qui ne sont pas des imitations, où il y a vraiment une réflexion de l'oiseau. Alors, simplement pour faire une petite digression, mais qui est aussi intéressante dans ces intelligences qu'on peut comparer, c'est qu'ils ne comprennent pas pourquoi il arrive à dire qu'il y a 4 cubes, qu'il y a 3 boules, mais elle n'arrive pas à le faire compter 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il va connaître tous les nombres, et il n'y a pas qu'elle, il y a tous ceux qui ont des oiseaux comme ça qui arrivent à dire les nombres et à voir qu'il y a tel et tel nombre dans les couleurs. Mais oui, parce qu'ils n'ont pas la notion de valeur. À la rigueur, c'est normal, ça nous choque à nous, parce que nous, bien sûr qu'on a mis A, B, C, D, E pour les lettres, mais on a mis 1, 2, 3, 4, 5, mais pourquoi leur attribuer une valeur? C'est pas un problème d'abstraction. Ben oui, la valeur, c'est une forme d'abstraction, mais pour un perroquet, 3, ça n'a aucune raison de valoir plus que 1. Donc il n'a aucune idée de pourquoi les ordonner, quoi. Sauf c'est pas croquette. Peut-être même pas, parce qu'il va attacher ça de la nourriture. Il va pas forcément attacher une quantité. Il va plutôt attacher le nombre à, comment dirais-je, à un objet, une couleur, mais pas forcément à ce que nous on appellerait une quantité. Voilà, c'est intéressant, parce qu'il va faire des exercices ordinaires, mais alors on voit les chercheurs, ils disent pourquoi j'arrive pas à le faire compter de 1 à 10 Non, parce qu'il va dire les chiffres, on est dans le désordre. Et puis il ne comprend pas d'ailleurs pourquoi il y aurait une gradation. Parce qu'on est comme pour les chimpanzés, l'outil, on va le refaire demain, quoi. Il n'y a pas de valeur à. Un enfant fait la même chose. Et un enfant, oui, un enfant c'est. Parce que les gradations et les valeurs, c'est quelque chose de culturel. Un enfant fait pareil. Donc voilà, là aussi, Alex, vous pouvez le voir sur Internet. Il y a pas mal de. Il y a aussi un bouquin, mais malheureusement, il est qu'en anglais. Il n'y a pas de version française qui a écrit justement un paper moderne sur le sujet. Mais c'est vraiment intéressant. Et notamment, on avait regardé ces performances de cet oiseau. La chercheuse française dit que ce perroquet a un niveau d'un enfant de 4-5 ans. C'est quand même, moi je trouve que c'est quand même beaucoup. Et moi je trouve que c'est beaucoup. Parce que, bon, ok, peut-être pour voir des couleurs, mais après, bon, le perroquet, si on le met hors contexte de son laboratoire, tandis qu'un enfant de 4-5 ans, il commence à être plus autonome à l'extérieur aussi. Donc, bon, peut-être pour compter. Voilà. Alors, on avait regardé, nous, si en faisant un ordinateur en programme, c'est relativement facile d'arriver à faire une intelligence artificielle comme au niveau quand même d'Alex.
Oui. Est-ce qu'ils avaient fait des expériences en dehors de leur laboratoire ou juste à l'intérieur? Non, moi j'ai vu que dans les laboratoires. Et puis là, c'est pareil pour je pense que les chercheurs français, c'est pareil. Ouais. Donc du coup, si on le mettait dans un autre milieu, il réagirait peut-être pas de la même façon. Tout à fait, l'environnement peut jouer. Ouais. Après, là aussi, ce qui va jouer, c'est aussi la confiance qu'il a en son propriétaire, qui est de leur part. Là aussi, la relation, du coup, on voit qu'elle est beaucoup plus importante que ce qu'on croit entre l'humain et là, en l'occurrence, l'animal. Alors, je vais vous montrer nous aussi, en archéologie, on utilise soi-disant ce qu'on appelle, enfin nous-mêmes, on utilise très peu le mot intelligence artificielle, même quand on publie, on ne dit pas que l'on fait de l'intelligence artificielle. Bon, on dit qu'on utilise des algorithmes, mais bon, c'est un peu pompeux de dire qu'on fait de l'intelligence artificielle, mais vous verrez ce qu'on arrive quand même à faire. Alors déjà, on utilise un drone. Le drone lui-même, il y a une dizaine, moi j'en ai qui rigole, il y a 10-15 ans, je peux vous dire, j'en ai utilisé, j'en ai beaucoup scratché. Parce que le drone, en effet, il n'est pas assez intelligent, il fallait être très bon pilote. Il ne s'équilibrait pas tout seul, pour le poser c'était difficile. Et maintenant, on a des drones, pratiquement ils volent tout seuls. Parce qu'ils ont un cerveau, justement, qui intègre tellement de paramètres, s'il y a du vent, il s'incline, s'il voit que le pilote il fait autre chose, il s'arrête, il attend les ordres, il ne se scratche pas. Donc, en effet, déjà, l'outil qu'on utilise est très très performant, et en 3-4 ans, il est devenu, mais alors, excellent. Et maintenant, vous avez même des petits drones que vous mettez dans la poche, qui arrivent à faire exactement la même chose que des gros drones qu'on utilisait il y a 2 ans. En utilisant ce drone, on va les programmer pour qu'ils fassent un balayage, et notamment là d'une grande tombe que certains connaissent ici, à côté du camp. C'est un grand tumulus de à peu près 6-7 mètres de haut, de 30 mètres de diamètre, où il y a donc un grand chef qui est enterré là-dessous. Il y a un enclos autour de la tombe, vous voyez là, fait de pierre, qui fait 150 mètres de côté. Et tout autour, vous voyez les petits tertres. Là, ils ont mis une tête de cheval dessous. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont fait un dépôt pour le mort qui est là. Certainement, ils sont venus lui demander des choses. Donc, c'est un rituel, chaque année, certainement. Donc, vous vous retrouvez ici, en tant qu'archéologue, vous vous retrouvez face à une énorme tombe princière, c'est des aristocrates de l'époque, donc ça date autour de 1000 ans avant Jésus-Christ. C'est ceux qui ont commencé... Précise où c'est. Comment? C'est pas évident pour tout le monde de savoir où c'est. Ah, c'est en Mongolie, pardon. Je vous ai pas dit. Ouais. C'est en Mongolie. Et oui. On en a parlé tout à l'heure. Oui, mais... Et donc, ce type de tombe, bon, il y en a des milliers, mais ce type de tombe, vous voyez, elle a une implantation spatiale de plusieurs hectares. Les structures sont par milliers. Et lorsqu'on avait décidé de faire la topographie avec ce qu'on appelle une station totale, un théodolite, il y a une dizaine d'années avec nos étudiants, pour ne serait-ce que pointer tous les terres et en faire le plan, ça nous avait pris 2 mois et demi. Et pendant 2 campagnes, donc on pourrait dire 4 mois. Sans parler du traitement après de chaque point pour faire ce plan-là. Je vous l'ai mis en tout petit. Vous voyez l'enclos, bon, malheureusement il est petit. Là, il y a encore 1000 cercles de pierre autour qu'on voit moins bien. Donc il y a 1000 tertres et 1000 cercles de pierre. Maintenant, avec un drone, vous faites un passage pendant une journée, vous traitez les informations. Voilà ce que ça fait. Donc vous faites des carrés, alors vous le programmez pour qu'il fasse des zigzags, comme ça. Donc il prend une photo toutes les 3-4 secondes. Et chaque carré, c'est 500 photos, en fait. Donc comme il y a 500 photos, c'est des photos qui sont, comment dirais-je, zoomées. Vous voyez la moindre pierre. Parce que si avec le théodolite, ça nous a pris 4 mois, on prenait que le centre du tertre. On n'avait pas trop l'idée du diamètre du tertre, de combien il y avait de pierres. Et là, grâce au drone, à l'intelligence artificielle, qu'est-ce qu'on fait? On rentre après ces photos aériennes faites en drone, on les rentre dans l'ordinateur, et on lui dit, cherche les pierres. Et on lui dit, mets-les-nous en noir. Voilà, donc ça vous sort tous les tertres, toutes les... Alors là, j'ai pas zoomé, mais si vous zoomez, vous voyez la moindre pierre, en fait, qui est pratiquement déjà dessinée pour faire le plan. Alors ça, c'est ce qu'on appelle, en effet, un traitement intelligence artificielle. Il faut faire des algorithmes. Alors, on a la chance d'avoir un étudiant, en plus,
qui a eu sa bourse doctorale, donc il fait sa thèse sur ce sujet-là, il programme, il est archéologue mais il programme aussi, c'est Tanguy Roland à Dijon, avec un de nos collègues qu'on connaît bien, Fabrice Mona, qui est son... Alors je co-dirige sa thèse avec Fabrice, et on est très content parce que voilà, il nous fait un travail en une semaine, il fait le travail qu'on n'arrivait même pas à faire en un an avant. Et on a fait même toute la nécropole comme ça. Et au sol, vous voyez quelque chose? Alors au sol, oui, on voit des pierres, mais des fois, grâce au drone et grâce à ce traitement, on détecte sur le plan des pierres qu'on n'avait pas vues, bien sûr. Et même, vous voyez, ces amas de pierres qu'on n'avait pas bien vus, vous voyez, là on les voit bien. Et là, à ces endroits-là, il est censé avoir ce qu'on appelle des stèles pierre à serre, et souvent elles sont enfouies dedans. On ne les voit pas parce qu'elles se sont affaissées, et en 3000 ans, elles se sont recouvertes. Donc du coup, tout de suite, grâce à ce traitement, on sait où aller chercher certaines stèles. Alors, c'est de très belles stèles gravées, hein. On pourra en parler dans un autre sujet, parce que là, on dévie de l'intelligence artificielle, mais vous voyez. Alors, pour revenir à l'intelligence artificielle, quand mon étudiant et Fabrice, son directeur de recherche, me disent oui, ça y est, on a fait un traitement algorithmique, on sort les pierres. Je dis, bon, ça, c'est fabuleux et tout. Et ouais, je suis un peu comme le lambda là, dans cette histoire, comme n'importe qui devant son ordinateur. Je me suis dit super, je vais vous envoyer plein de photos, vous allez me faire le traitement, et voilà. Et puis je voyais qu'ils étaient un peu... je fais, mais alors comment vous avez fait? Moi je pensais que l'ordinateur traitait à partir de l'algorithme directement, et me faisait sortir les pierres. Et c'est là où Fabrice me dit, ah oui, alors là il va falloir que je contacte mes étudiants de master, parce que alors il va falloir les faire bosser dessus. Je lui dis, pourquoi tu fais bosser des étudiants? Il me fait parce qu'il faut que les étudiants apprennent à l'ordinateur avant ce que c'est une pierre, de l'herbe. Je fais, c'est pas possible. Donc, vous voyez, au départ, c'est comme quand on fait la reconnaissance vocale ou faciale, mais surtout la reconnaissance vocale, il faut faire un tas d'exercices pour que l'ordinateur apprenne votre voix. Mais là, c'est pareil, je fais, mais alors qu'est-ce que tu fais? Il me fait, ben voilà, je donne un carré à un étudiant, un autre carré, voilà, là, on prend 9 étudiants. Et puis, ils zooment sur chaque endroit et ils disent à l'ordinateur, ça c'est du sable, ça c'est une pierre. Bon alors, attention, hein, ils le font 20, 30 fois. Hein. Ils ne font pas tout le carré. Hein. Mais oui. Oh, pardon. Ils font, par exemple là, ils prennent un échantillon. Un échantillon d'herbe, par exemple 4 ou 5 formes d'herbe, 4 ou 5 formes de pierre, 4 ou 5 formes de sable. Alors, vous savez, c'est ça, les professeurs, ils préfèrent laisser les étudiants faire ces bases de données. Il me dit comme ça, ils apprennent. Et bon, c'est pas non plus faramineux hein, par rapport à 3 campagnes au théodolite dans le vent, enfin voilà. Mais voilà, au bout de une semaine de travail, on arrive à apprendre l'ordinateur et puis après on traite toutes les images, vous voyez. Mais derrière, il y a quand même un apprentissage. C'est-à-dire que la machine elle-même... Il faut apprendre l'ordinateur sur chaque image. S'il y a des photos aériennes qui sont très différentes, mais en principe, on traite, là aussi, avec une sorte d'intelligence artificielle, on essaie de toutes les photos aériennes, elles soient traitées de la même façon au niveau des couleurs. Pour éviter de... Voilà. En fait, ça fait beaucoup d'humains derrière. En fait, oui, ça fait beaucoup... Non, mais je parle en importance, parce que... Il faut qu'il y ait des humains derrière. Ah oui, complètement. Oui. Oui. C'est souvent ce qu'on oublie, c'est que l'intelligence, elle est plus dans le programmateur et celui qui pense que dans l'ordinateur, en fait. C'est une accumulation de choses. Voilà. Et c'est vrai que, comme je vous le disais, moi qui étais extérieur, j'étais un peu novice, je pensais que ça y est, il avait fait un super programme et que, voilà. Puis il l'a envoyé, et puis non, mais il y a quand même... Oui, en plus, alors oui, c'est vrai que ils le connaissent mieux que moi. Mon collègue de Dijon, professeur Fabrice Mona, en plus il est daltonien, donc c'est vrai, il vaut mieux que ce soit ses étudiants qui fassent... Sinon, on se retrouver avec des pierres bleues, vertes et rouges. Oui, tout à fait. S'il nous regarde, alors voilà, si on finit le traitement, alors ça c'est le premier traitement quand il y a encore la photo dessous, mais quand on enlève le résidu, voilà, on a pratiquement le plan qui est fait. Oui. Ah ben voilà les fameuses pierres à serre, voilà les stèles qu'on va découvrir dans ces amas. Donc, en effet, si j'avais à reculer 20 ans en arrière, les premières fois qu'on a fait ces missions en Mongolie et en Sibérie,
c'est vrai que là, grâce à cette intelligence artificielle, entre guillemets, on fait un progrès fabuleux dans le traitement des données archéologiques. Ça, c'est vrai qu'il faut le reconnaître. Mais est-ce qu'on peut la définir à ce point-là, intelligence artificielle, voilà, c'est des programmes plus évolués que ceux qu'on utilisait il y a 30 ans sur nos ordinateurs. C'est simplement des programmes plus évolués, avec plus de mémoire surtout. Parce que chaque photo que je vous ai montrée, chaque carré, c'est des photos qui font 500, 600 mégas, presque 1 giga. Donc il faut surtout un ordinateur très très puissant pour le faire. C'est un gain de rapidité essentiellement. Rapidité et aussi traitement. C'est-à-dire que, en fait, même on a fait un article justement pour montrer que ce traitement en intelligence artificielle était performant, parce qu'on a pu comparer ce qu'on avait fait avec nos 2 campagnes, toute l'énergie qu'on avait mis, sachant que avant le drone, on faisait des erreurs humaines. Parce que imaginez en pleine Mongolie, vous avez des fois des tempêtes, vous avez votre opérateur avec sa canne, vous savez, comme vous voyez les chantiers là qui mesurent, mais là il faut imaginer, il y a la blizzard, les chevaux qui passent, donc vous faites des erreurs quand vous pointez. Et quand vous avez mis le tertre, des fois vous savez plus ce que vous avez pointé. Donc vous êtes obligé de les marquer, et même en la marquant, vous devenez fou, parce que vous dites, est-ce que je l'ai fait celui-là? Et celui-là, le drone, lui, passe, il traite tout. Donc du coup, on a montré qu'en plus, l'erreur était complètement effacée. Alors là, c'était vraiment directement, chaque pierre était à son emplacement, il n'y avait pas d'erreur humaine. Et pourtant, Yuri, avec son calque, il trouve des choses que l'intelligence artificielle... Alors, voilà. Heureusement, quand même. En ce qui concerne les stèles, en ce qui concerne les stèles, ici, vous voyez, elles ont des gravures. Là aussi, notre étudiant en doctorat utilise une intelligence artificielle pour faire une reconnaissance automatique des gravures. C'est-à-dire, pour dire, ça c'est la pierre normale, ça c'est la gravure. Vous voyez, c'est des grands cercles. On voit le museau, la tête. Donc voilà. Et là, justement, on est en train de comparer, parce qu'on a un collègue russe, comme le dit Ida, qui est vraiment un spécialiste du relevé de l'art rupestre. Il a fait ça toute sa vie. Donc il est capable de voir les moindres traits, même ceux qui ont été un peu effacés ou ceux qui ont été superposés. Et donc en ce moment, justement, on met notre collègue russe Yuri en concurrence avec l'ordinateur de Tanguy pour voir quel est le plus performant. Bon, c'est vrai que Yuri il se débrouille mieux pour l'instant, mais il commence à s'inquiéter. Il se dit, il risque de me remplacer l'année prochaine, ils ne vont plus m'inviter en Mongolie. Mais bon, c'est vrai qu'il fait de superbes relevés. Mais si vous voulez, même là, on est en train, grâce à cette intelligence artificielle, on est en train de rentrer l'ensemble des données. Alors non seulement l'ordinateur reconnaît ce qui est gravé, ce qui n'est pas gravé, mais en plus, les cercles qui sont gravés, c'est les mêmes à 500 km de distance, ils ont gravé les mêmes choses. Donc en fait, on est en train de tester, l'ordinateur va tester si par exemple, une gravure d'arc est toujours plus proche d'un cercle que d'un soleil, voilà. Et là, c'est vrai que, bien entendu, l'ordinateur est plus performant que nous. Il va faire des comparaisons très rapides avec des milliers de stèles, il y en a 1240 qui ont été trouvées pour l'instant. Donc sur un gros échantillon, l'ordinateur, bien entendu, une fois qu'il est mis au point, bien entendu, qu'il fait une bonne reconnaissance, il va pouvoir matcher ce qu'on dit, il va trouver des associations de gravure. Donc remonter à la codification de ces données. Voilà. Ah oui, peut-être on va passer aux questions. Donc il y a encore quelques diapos, mais merci. Que j'avais faites pour compléter justement, mais c'est vraiment optionnel, ce que je voulais vous dire, notamment ce que je vous disais tout à l'heure, l'utilisation du conditionnel. Certains ont essayé de comparer, bien entendu, les différences entre les animaux et les hommes en ce qui concerne en effet l'intelligence, et notamment tout ce qui est de l'ordre du conditionnel. C'est-à-dire que nous, on est capable d'anticiper, de dire s'il arrive ceci, je ferai cela. Et par rapport même à certains animaux, on est capable de le partager, c'est-à-dire de faire des projets communs. Et en fait, pour faire un court, le fait que ça se passe en social, ça va en quelque sorte accélérer les stratégies que n'ont pas forcément les animaux. Alors bien sûr, vous avez des stratégies, même les félins quand ils chassent, ou même les chimpanzés, ils font des battues, enfin
ils font des choses organisées, bien entendu. Mais nous, on arrive à avoir des stratégies très complexes grâce à ça. Et bien sûr, en utilisant le langage. Vous n'avez pas beaucoup parlé du langage, mais bien entendu que le langage, c'est ce qui va... et c'est ce qui fait même chez l'enfant, hein, je n'en ai pas parlé non plus. Mais dès que l'enfant commence à dire « je », il a sa propre identité qui se positionne par rapport aux autres. Alors on avait un collègue qui était un de mes profs qui avait élevé en même temps qu'un de ses enfants, il avait aussi un petit chimpanzé dans son laboratoire, il a pu comparer et il a dit jusqu'à 3 ans le chimpanzé, il dépasse l'homme, mais alors après dès que le gamin commence à dire moi demain je serai ici, je vais à l'école avec les copains, là c'est fini, le chimpanzé il est dépassé. D'ailleurs les beaucoup interrogés quand ils pouvaient communiquer avec les chimpanzés avec les signes, ils ont beaucoup essayé de comprendre en effet de quelle façon même un chimpanzé pouvait se projeter grâce au langage qu'on leur apprenait. Et c'est vrai que ça va être des choses très rudimentaires, je dirais. Bon, j'allais presque dire c'est j'ai faim, j'ai soif, je vais aller me coucher, je suis fatigué. Et c'est pas le conditionnel, l'anticipation, ce n'est pas possible. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des questions. Alors bon, on peut comparer les cerveaux et puis... Moi, je suis pas. Voilà. Je vous avais mis aussi une diapositive pour nous situer aussi. Une chose très importante dans la plasticité du cerveau, alors là, dans la phylogénèse, c'est que, et qui ne peut pas se passer pour l'instant pour l'ordinateur, c'est que notre cerveau... petit à petit, est passé à l'arrière d'une forme comme ça, à celle-ci, très sphérique. Et en fait, la forme du cerveau, et dès notre grand maître, le roi Gourand, dans les années 65-66, il avait déjà compris, au fur et à mesure qu'on a utilisé la main, le cerveau est devenu sphérique. Et plus on a utilisé la main, plus on a développé le cerveau de cette façon-là, et ça a libéré justement les aires de Wernicke et de Broca, qui sont les aires du langage, comme par hasard, ils se sont développés. Et l'interaction entre la main et le cerveau, le fait aussi d'être bipède, a, je dirais aussi là, accéléré la formation de notre intelligence, celle qu'on a actuellement. Et puis bien sûr, alors non seulement la main, mais si on rentre dans le détail de la main, le fait qu'en effet, on peut pincer, on peut faire plein de choses avec la main. Donc vous voyez, c'est un feedback, c'est-à-dire la main parle au cerveau, le cerveau parle à la main. Et c'est cet aller-retour sur 3 millions d'années, hein. C'est pour ça que je vous ai montré cette échelle de temps qui est extraordinaire. C'est que ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, c'est que petit à petit, voilà, on passe de l'homo habilis jusqu'à nous. Et nous, on va continuer à évoluer. Il y a des rétréchissements et des expansions du cerveau aussi. Mais voilà, oui, à des moments donnés, notamment même Néandertal qu'on a mis, notre cousin, alors vous voyez, on le sépare de nous, parce que lorsqu'on est arrivé en Europe, il était déjà là. Il a disparu, mais on a quand même trouvé 5% de Néandertal chez nous. Hein. Ouais. Donc on dit nos cousins, mais enfin bon. C'est notre tonton. Voilà. C'est notre oncle. On a un peu de lui aussi. Donc vous voyez, on a des théories de l'évolution qui sont buissonnantes, avec plein de branches qui se sont éteintes, mais il y a eu aussi des métissages. Mais il y a un truc quand on apprenait, je ne sais pas ce qu'on apprend aux jeunes maintenant à l'école, mais je sais quand j'étais jeune il y a longtemps, on nous montrait un dessin du cerveau avec l'emplacement des divers... oui, c'est l'architectonique. Et la main tenait une place. Exactement. Donc je ne sais pas si on leur montre encore... oui, complètement. Alors ça n'a pas changé. Ça reste, si vous voulez, les neurologues actuels, bien sûr, détaillent de plus en plus la carte, mais les aires motrices, par exemple, qu'on a ici, vous voyez, les aires motrices et les aires sensitives, donc, qui sont à côté, bien entendu, sur toute la surface des aires motrices ici, la main prend pratiquement 60%. Et le pouce, justement, le pouce est aussi une grande part. C'est très imagé. Mais c'est la réalité. Quand on compare l'intelligence des animaux et des hommes, si on peut comparer, l'animal n'a pas besoin de l'intelligence de l'homme, parce qu'il arrive à survivre suffisamment. Voilà, alors... Donc parler d'intelligence ou d'adaptation. Tout à fait. C'est la même chose que d'ailleurs parler d'intelligence artificielle, c'est que l'intelligence humaine, elle a beaucoup d'acquis. Alors que l'intelligence chez les animaux, il y a de l'acquis, mais il y a surtout beaucoup d'idées. On parlait des araignées tout à l'heure. Elle est programmée pour faire sa toile comme ça, c'est déjà inscrit dans les gènes. C'est génétique. J'ai une question qui est juste à côté. C'est
à l'anthropologue, qu'est-ce qu'on va laisser comme trace, nous, avec notre intelligence artificielle? Parce que les composants, il ne va rien rester. Ben, là déjà, on va en laisser sur Mars. Parce que ce soir, parce que j'ai écouté la radio, là aussi c'est un bon exemple. Parce que vous avez l'ordinateur qui doit gérer les 7 minutes de descente les plus terribles, hein, parce que tous prient pour qu'il n'arrive pas trop vite, parce que c'est quand même un module qui fait une tonne. Hein. Et dans les 7 minutes d'arrivée, la fameuse intelligence artificielle qu'ils ont dû mettre en place, elle doit ouvrir le parachute, me disait, mais c'est pas le tout de donner l'ordre, il faut que la capsule explosive qui libère le parachute se passe bien, que le capteur... Donc en effet, là, il y a une programmation fantastique. Et on va laisser des traces sur Mars à cause de ça. Les disquettes qui existaient il y a 10 ans, plus personne ne peut les faire passer dans un ordinateur, ça n'existe pas. Non, c'est l'obsolescence. Justement, je disais, quelle trace? Comment dire les traces? Alors, d'un point de vue de l'archéologie, pour mes collègues archéologues dans Milan, ils diront, ah, là on était au stade, ils fouilleront, ils feront, là on était au stade de la disquette 3.1, c'est entre 90 et 95. Et ils pourront lire? C'est comme pour les pièces de monnaie, quand on trouve une pièce de monnaie romaine avec tel... voilà, César dessus, on sait que c'est telle époque, et bien là ça sera pareil. Ça n'arrivera pas à survivre d'ici là, ça se décompose. Oh, il y aura toujours quelqu'un qui l'aura mis dans un sac en plastique, bien étanche. C'est vrai, il y en a en réserve au pôle Nord, je pense. Oui, ça, je crois que les produits en plastique, malheureusement, vont survivre. Ils laisseront des traces pour toujours. Et ben c'est drôle. L'intelligence, c'est quand même la capacité du traitement des informations. Donc, avec les capacités d'aujourd'hui de l'ordinateur, si on fait une prospective à 40 ans, peu importe à combien de dizaines d'années, est-ce qu'on ne peut pas penser effectivement que les ordinateurs deviendront plus intelligents que l'être humain parce qu'ils auront beaucoup plus à disposition de matériaux, d'informations et les capacités à les traiter. Actuellement, en météo, on s'appuie sur des algorithmes, c'est-à-dire le traitement des informations à très grande échelle avec des probabilités. Donc si on rajoute quelques dizaines d'années, moi je pense que là, effectivement, il y a un enjeu qui nous dépasse aujourd'hui. Pour des secteurs particuliers, c'est sûr. Après, l'environnement est tellement pluriel, ça va être très difficile d'avoir une intelligence artificielle qui sera aussi bien traitée de la météo que, je ne sais pas moi, d'aller acheter dans le magasin telle chose, vous voyez. C'est ce qu'on disait, c'est la différence entre généraliste et spécialiste. Voilà. Donc même l'aide dans la santé, vous savez que maintenant ils se sont aperçus que les ordinateurs arrivent à mieux voir les tumeurs, hein, parce qu'ils traitent les images, mais quand même, il vaut mieux qu'il y ait quand même derrière encore un médecin plus généraliste pour... c'est pour ça que je parle. Sauf en chirurgie où le geste de l'ordinateur du robot, Ils le font à distance. c'est parfait. Oui. Alors que nous, on peut avoir un autre écran. Oui, tout à fait. Certaines choses. Mais c'est un outil. Voilà, ce que je voulais dire, c'est que là, on est sur un outil. Je vous l'ai mis dans une des diapos. C'est plus une délégation d'intelligence. C'est-à-dire on délègue notre intelligence à l'outil plutôt que de lui dire allez, t'es autonome, tu te débrouilles. C'est plutôt, on dit, on vous donne une partie de notre intelligence sur l'outil. Et voilà. Oui. Et n'essayez pas de faire autre chose avec, vous allez vous planter. Oui. C'est pour ça justement que je pense que l'intelligence artificielle ne pourra jamais remplacer totalement l'homme. Bien sûr que l'intelligence artificielle a pris énormément de place de nos jours et je fais un exposé là-dessus pour mon lycée sur qu'est-ce que l'intelligence artificielle et on aura toujours besoin de l'homme pour pouvoir coder nos... Ah oui. Donc le robot ne peut pas réfléchir sans l'homme. Oui, puis en plus, ce dont je n'ai pas parlé, c'est que les langages qu'on utilise, je disais que moi j'utilisais de l'assembleur, pour vous donner cet exemple, quand j'utilisais de l'assembleur dans les années 80, fin des années 80, ça fait loin, début des années 90, on compilait les programmes qui faisaient plusieurs centaines de lignes, il y avait toujours des erreurs dedans. Moi-même, j'ai eu marre, je dis, pour faire la programmation, il fallait toujours revenir et pourquoi on a fait une erreur. Alors que maintenant, les nouveaux langages, ils sont beaucoup plus conviviaux. Donc, ce qui fait que le fameux robot qui devrait nous dépasser, il faudrait qu'il s'auto-programme. Il faudrait qu'il invente un nouveau langage, ça, c'est pas possible. Il n'y a que l'humain qui peut le faire. Pour qu'il nous dépasse, il faudrait qu'il y ait un but.
Non, mais là, ces derniers temps, quand même, des grosses entreprises telles que Google, toutes les GAFA, etc., ont la capacité à avoir des super ordinateurs, des super cerveaux entre guillemets en termes numériques, et des moyens financiers derrière qui créent des connexions maintenant, notamment dans l'analyse de nos données personnelles, etc., la capacité à créer des connexions tout seul. Donc on a donné, justement, vous dites qu'on donne, il y a besoin de donner cette intelligence aux machines, mais on leur a aussi appris à apprendre. Ben, en fait, comment dirais-je, si les premiers ordinateurs qui ont battu Kasparov, etc., on leur avait mis dans la tête les plans de bataille. Oui, tout à fait. Oui. Le premier qui a battu le joueur de Go, là, oui. Lui, on ne lui avait pas appris. Il a une capacité d'apprentissage, tout à fait. Il a une capacité d'apprentissage. Et nous, il nous a fallu 3 millions d'années pour évoluer. Là, ça fait que quelques dizaines d'années. Moi, je pense que c'est bien l'objectif sur le fait que. C'est-à-dire que quand ils ne sont pas capables d'apprendre. Quand c'est des jeux. Si, ils peuvent apprendre, mais ils apprennent que des choses logiques. C'est-à-dire les jeux, c'est fantastique pour eux parce que c'est une logique du type. Comme notre ADN, quoi, je veux dire, il est programmé, nous aussi, on a un certain nombre d'acides aminés, et c'est une programmation. Quand on a la clé du code, c'est plus qu'un code, et il y a le message de tout dedans. Et bien là, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que les jeux qu'on invente, c'est forcément des choses logiques avec, en effet, des coûts à préparer. C'est celui qui anticipe le plus de coûts qui va... voilà. Et donc, dans ce type, en effet, de logiciel, si je puis dire, de système, là, ils sont, bien sûr, ils vont exceller. Ça, c'est certain. Mais ça va être très, très spécialisé. En ce qui concerne Google, en fait, ils vont utiliser une capacité, si vous voulez, de l'intelligence artificielle, qui est de mettre en connexion des comportements. En fait, ils vont, et on espère que les sciences humaines vont pas les aider, parce qu'en effet, ça va être plus rapide, c'est qu'en fonction de la façon dont vous bougez, en quelque sorte, ce que vous achetez, ce que vous allez consulter sur Internet, ils vont créer des profils. Ça se fait déjà. Et c'est vrai que... Ah oui. Quand je dis ils vont, c'est qu'ils le font, mais ils le font en ce moment, ils le feront dans une heure. Quand je dis ils vont, quand vous connaîtrez, quoi. Donc là, c'est plutôt de la création de profils. Et bien sûr, comme ils ont un échantillon formidable grâce à nos ordinateurs qui sont tous connectés, plus vous avez d'échantillons, plus vous touchez au but, quoi. C'est d'ailleurs, je dirais, c'est la base de toute expérience. Ils vont reprendre les mêmes protocoles que font les scientifiques. Par exemple, quand on met au point un vaccin, ils font un échantillon de personnes assez grand, ça fait assez polémique. Donc bien sûr, là, ils ont des échantillons qui sont des millions de gens, voire des milliards. Donc bien entendu, qui vont emmagasiner des profils. Mais après, vous savez, l'humain reste libre, quoi. Il y a eu des études qui ont été faites sur la capacité maintenant des réseaux sociaux à influencer ne serait-ce que 1% des utilisateurs et du coup d'influencer des comportements. Complètement. Ça s'est vu dans plusieurs campagnes présidentielles, etc. Mais c'est impressionnant et ça se voit de plus en plus avec la manière d'influencer au niveau des nouvelles, des fake news, etc. C'est quelque chose qui met en jeu, finalement, c'est cette intelligence artificielle, entre guillemets, qui maintenant met quand même au défi toutes les démocraties aussi, puisqu'on ne croit plus en ce qui nous est dit, mais en ce que la machine nous dit, mais sauf que la machine choisit de nous dire des choses auxquelles on va forcément croire. Voilà, ça peut... Alors... Qui ne sont pas forcément vraies. Oui, il faut... Alors, est-ce que c'est de... C'est pas la machine qui décide. Qui est mauvaise ou qui a une mauvaise intention, mais c'est le côté addictif qui a été créé autour par des humains. Tout à fait, oui. C'est pas la machine. Oui, c'est plus... Ces problématiques-là, et du coup, l'humain n'est même plus capable d'arriver à l'endiguer, finalement. En tout cas, là, si vous voulez, la place de la machine, c'est pas sa capacité intelligente, c'est sa capacité de mémoriser. De mémoriser et de... Voilà. C'est-à-dire, c'est l'échantillon qui fait foi plus que l'intelligence. Après, vous
Vous savez, le traitement de la consommation d'une personne, il ne faut pas être super intelligent. Si on voit que la personne a acheté des chaussures de montagne, on se doute bien qu'elle va aller à la montagne. Vous voyez, c'est parce que, en fait, là, c'est exactement ce que je vous disais, c'est que si je le fais moi, je vais passer un temps fou à faire comment dirais-je, à analyser ce que vous avez acheté, tout ça. Si je le donne à une machine, comme le fait Google, lui, il mémorise tout. Il n'a pas d'oubli. Ce que je disais tout à l'heure, le mec, il oublie, il case, voilà. Donc, du coup, il va traiter du data, ce qu'on appelle du data, de la donnée, mais par milliards. Et donc, du coup, il va créer des profils qui ne sont pas si difficiles. Enfin, je veux dire, il ne faut pas une super intelligence, il faut surtout beaucoup de données pour vous profiler, quoi. Et donc, bien entendu, que la première raison, elle n'est pas forcément politique. Au départ, c'est fait pour pousser la consommation. Après, ils se sont aperçus que, bien entendu, on pouvait influencer au niveau des idées. Moi, j'ai toujours pensé qu'en plus, il y a déjà des recherches qui sont faites sur les croyances. Et heureusement, peut-être, ils ne les consultent pas trop, mais vous savez, c'est facile de faire croire des choses à des gens, parce que là aussi, culturellement, en fonction des codes que je vous ai montrés, vous croyez plus à certaines choses qu'à d'autres. Et c'est vrai que s'ils arrivent à profiler comme ça, c'est vrai qu'on peut faire croire des choses complètement folles aux gens. C'est déjà le cas pour des... Oui, je dis toujours, le langage est porteur de croyances. Le matin, vous dites le soleil se lève. Vous dites pas, ah ça y est, on a tourné de 180 degrés. Hein, je parlais de métaphore, mais vous voyez, et donc, on est persuadé qu'on est toujours au centre de l'univers et que la Terre est plate, dans notre tête. On ne peut pas penser comme ça, on est sur une Terre. Vous savez bien, les enfants, quand on leur dit, on dit, bon alors, ceux qui sont en dessous, ont la tête en bas. Oui. Il y en a une au fond qui me dit, oui, qu'est-ce qu'il y a là? Voilà, donc le langage maintient un système de croyance qui va se transmettre de génération en génération, même si on sait que la Terre est ronde, qu'elle tourne autour du Soleil, qu'elle tourne sur elle-même, et ainsi de suite. Et donc, là, c'est des croyances basiques, j'allais dire, hein. Mais il y a des choses plus subtiles. En effet, il faut se poser la question, s'ils arrivent à toucher ces prédispositions sur certaines croyances, beaucoup de gens en même temps, c'est vrai que là... c'est la pub, hein. C'est la pub, bien sûr. Si vous voulez vendre un lait bio super, c'est bien de mettre une mère avec son enfant, vous voyez, qu'on voit dans l'église aussi. Vous imitez des images éternelles comme ça. Voilà. On a des expériences qui ont été faites par les sciences humaines en Amérique. Je crois que c'est le Palo Alto, je ne me souviens plus. Où on fait des expériences. Alors, le scientifique donne des ordres, notamment on envoie des chocs électriques, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, c'est faux, hein, c'est des acteurs, c'est des expériences de migrants. Quand le scientifique ordonne d'envoyer des chocs électriques, quand il est habillé comme ça, on le suit, mais bon, on va pas jusqu'au bout. Quand il a une blouse blanche, là, ça fonctionne à fond. Et bien, dès que ces expériences ont été publiées, qu'il y a eu des rapports, tous les vendeurs de lessive, de dentifrice, vous voyez le monsieur en blouse blanche devant la télé, alors ce dentifrice, parce qu'on sait que le fait qu'il porte une blouse blanche, ça donne une caution. Voilà. Mais c'est l'histoire de la torture. Et même si quelqu'un dit, oh, bon, il y a une blouse blanche, j'y crois pas, non, inconsciemment, il va, voilà. Alors c'est des subtilités comme ça, en effet, appliquées à des millions de gens, oui. Pour ça qu'on se pose la question, jusqu'à quel point on les influence. Et s'il est possible d'avoir des contre-influenceurs aussi. Après tout, c'est pour ça que les monopoles ne sont pas forcément bons. Il faut toujours qu'il y ait une pluralité dans l'information qui est donnée à tout le monde. Alors, je ne sais pas s'il y a encore des questions. Quand est-ce que tu fais une prochaine conférence? Ah ben, écoutez, là, on vient de sortir chez Citadel et Masnou, on a sorti l'art préhistorique. Donc, on a travaillé sur l'art. Alors, mais je pense que Béatrice, elle a dû l'acheter. Le Citadel et Masnou, tu sais. Parce qu'on en avait déjà parlé. On en avait déjà parlé. Conférence. Ouais. Parce qu'en plus, comme ça, vous avez le livre à la bibliothèque. Et puis, parce que les réflexions dont j'ai parlé aujourd'hui sur la naissance de l'art,
qui est un peu la naissance justement du code de l'écriture. Ça démarre il y a... Mais vous l'avez déjà acheté? Je l'ai acheté, moi, Mais je oui. l'ai à la maison. On serait pu y en vendre en deuxième. En fait, si je, pardon, je reviens juste en fait, je conclue un peu ce qu'il nous a dit. Il est plus à craindre l'usage qu'on va faire de l'intelligence artificielle que l'intelligence artificielle. Oui, elle-même, non. Oui. C'est comme tout. Et l'usage peut être... Voilà, l'usage, c'est comme tout. Hein, un marteau, Vous savez, récemment, toujours dans ce même groupe où on travaille sur les smart cities, on a travaillé aussi sur les catastrophismes. Donc là, on préparait, d'ailleurs, je prépare aussi une conférence sur le catastrophisme. Bon, c'est peut-être un peu moins sympa que l'intelligence En ce moment, Mais justement, on est en plein Covid, mais je n'ai pas traité du Covid. Ça va aller. J'ai traité du catastrophisme relatif au nucléaire et à la bombe nucléaire. Parce que quand même, c'est surtout ma génération, on a été suivis depuis l'affrontement du bloc soviétique avec les Américains, jusqu'à encore aujourd'hui. Souvent, on nous ressort, ah oui, mais quand même, ils ont une arme nucléaire à la Corée du Nord, par exemple. Et comment va se jouer l'arme nucléaire, s'il l'utilise, je peux vous dire, c'est pire que le Covid. J'ai regardé des simulations d'attaque. D'ailleurs, on pourrait passer en conférence, c'est un petit clip où il montre comment les premiers missiles partent. Donc vous avez la carte du monde et puis il vous montre les premiers missiles qui partent et puis comment les Russes actuels répondraient, les Chinois, enfin on explose tous. Hein. non. Restons optimistes. Trouve-nous des sujets. Déjà, sortons de cette crise et ensuite on en parlera. Non mais pour vous dire que voilà, Nous, on a eu Alex. les pandémies on en a vécu aussi avec la grippe espagnole, il y a eu 50 millions de Nous, morts. on a eu Alex. On a eu Alex dans la rue. On peut être nous-mêmes la propre catastrophe, je veux dire. Je regarderai ça. C'est pas Dis-moi, mal. Ah ben là. Non, mais en fait, avec l'intelligence artificielle, le problème c'est les coupures d'électricité ou des Voilà. c'est ça. C'est-à-dire Puis c'est surtout que l'outil est de plus en plus compliqué. Et comme l'outil est de plus en plus compliqué, c'est une affaire de spécialistes. Et du coup, vous vous retrouvez avec des gens très informés à l'autre bout du monde qui vont venir. Ben, c'est ce qui s'est passé avec les hôpitaux là, qui ont été hackés. Et là, on parle de pays développés entre guillemets, mais quand on pense à l'Afrique ou certains pays où ils n'ont pas accès. Ah ben là, Oui, mais s'ils ne sont pas dans le réseau, à la rigueur, ils sont sauvés. Hein. Voilà, exactement. Ça, c'est vrai. Il vaut mieux être en Amazonie, tranquillement dans sa tribu. Ouais, mais il y a les moustiques. Alors, vous savez, il faut venir. Ah bon, là, il y en a déjà 3 qui sont venus avec nous en Mongolie, mais au départ, on se dit, oh là là, on n'a pas d'électricité, on n'a pas vraiment Non, de ça va super pas bien. Hein. Eh bien, je vous dire, vous y faites, hein, au bout d'une semaine, vous dites qu'est-ce qu'on est bien. Et les moustiques en Sibérie, non. Hein. Non, mais attends, c'était pas la Mongolie. Stop. Mais je pense que l'une des forces justement de l'Afrique, etc., de ces pays peut-être moins développés, c'est que ils savent encore faire certaines choses. Les masques, par exemple, on n'avait pas d'industrie pour pouvoir fabriquer des masques, on a été obligé d'en acheter en Chine. Oui. Alors que le Maroc a réussi à fabriquer ces masques rapidement. Oui, oui. Donc, Mais c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'en fait, on a de plus en plus d'objets, oui. mais on sait de moins en moins finalement les remplacer. Quoi. Les utiliser même. Et les utiliser. Mais alors j'en ai pas parlé, mais bien entendu qu'on a l'air de dire, même dans ce diaporama, que nous, les quelques pays qui avons l'intelligence artificielle, on soit les plus intelligents, les plus beaux, les plus forts. Mais en fait, pas du tout. Et là, c'est plutôt l'ethnologue, l'anthropologue qui parle. Oui. Il y a des tribus qui ont fait d'autres choix. Ils sont peut-être même plus heureux que nous. Hein. Je veux dire, c'est pas parce qu'ils n'ont pas d'ordinateur. Vous voyez, il y a aussi ça dans la balance, c'est de se dire, on a longtemps dénigré, on les a traités de population primaire, ainsi de suite. Mais finalement, voilà, ils ont fait d'autres choix culturels et ils ne s'importent pas plus mal. Voilà. Je vais juste parce qu'aujourd'hui, c'est notre première conférence. On a utilisé la C'est bon, merci. en direct sur Facebook.
si on parle tous en même temps, les pauvres personnes qui nous regardent ne doivent rien entendre. Donc Jérôme, je te remercie pour cet exposé. Merci à vous, et puis c'était on un plaisir. va peut-être couper et continuer si vous avez des questions. En tout cas, merci. Voilà. Merci beaucoup. Merci.